Arthur s'ennuie profondément dans son bureau lorsque Roy lui présente Marie, le tout dernier modèle de robot conçu. Intrigué par cette création, Arthur décide de l'examiner de plus près. Il félicite son inventeur, impressionné par la qualité du modèle, mais insiste sur le fait qu'il doit encore l'étudier minutieusement. Alors qu'il s'avance vers elle, l'horloge de la pièce explose soudainement, remplissant le bureau d'un nuage de fumée. Les employés s'empressent de chercher un extincteur, mais Arthur, lui, garde les yeux rivés sur la robotique jeune femme. Il remarque que Marie ne réagit absolument pas à l'explosion. Il en conclut qu'elle est bel et bien une machine, et non une humaine déguisée en robot. Apercevant l'une des servantes non loin de là, Arthur l'accuse d'être responsable de l'explosion. Ces hommes l'arrêtent immédiatement et la traînent hors du manoir. Arthur leur ordonne ensuite de neutraliser un espion qu'il a repéré sur un toit voisin et de retirer le dispositif d'écoute caché sur son bureau. Tandis qu'il observe de loin ses subordonnés éliminer l'assassin, Arthur ne peut s'empêcher de ressentir le dégoût qu'il éprouve pour les humains. Un jeune garçon entre alors, portant des cadeaux et un bouquet de fleurs, mais s'immobilise net lorsqu'un couteau jaillit soudainement des fleurs. Arthur, impassible, ne montre aucune surprise. Il déclare que les humains sont des êtres égoïstes, prêts à renier toute morale pour servir leurs intérêts, raison pour laquelle il voulait un compagnon robotique digne de confiance. La vie d'Arthur n'a jamais été simple. Depuis son enfance, ses proches n'ont cessé de convoiter sa fortune, envoyant assassins et pièges pour se débarrasser de lui. Incapable de faire confiance même à sa propre famille, Arthur a fini par haïr profondément les gens. Il affirme que ceux qu'il méprise le plus sont les menteurs. Marie, la servante robot, écoute sans rien dire. En réalité, elle est une artiste martiale réputée pour son calme et son absence totale d'émotion au combat. Mais cette fois, elle joue un rôle. Elle est une humaine se faisant passer pour un robot. Au fond d'elle, Marie panique. Elle ignorait qu'elle devait cacher son identité humaine, surtout à un homme nourrissant une telle haine envers les siens. Arthur s'approche d'elle, et son angoisse monte d'un cran, persuadé qu'il a découvert la vérité. Mais soudain, Arthur rougit et se met à la complimenter avec enthousiasme. Gênée par son comportement, Marie s'empresse de déclarer qu'elle va commencer à nettoyer la chambre. Arthur lui saisit doucement la main et lui demande s'il peut l'appeler Marie. Elle accepte avec hésitation, déconcertée par ce changement de ton si soudain. Dans la salle de repos, Roy rappelle à Marie ses fonctions de servante robot et l'informe qu'elle devra désormais accompagner Arthur à l'école afin d'assurer sa protection. Il se tourne pour vérifier si elle l'écoute, mais la découvre en train de se goinfrer de nourriture. Marie explique qu'elle ne peut manger que lorsque Arthur prend son bain. Pensant qu'il a sûrement terminé, elle s'empresse de quitter la pièce, non sans avoir englouti la part de Roy. En courant, elle lui lance qu'il devrait préparer son prochain repas avec davantage de protéines. Roy la regarde s'éloigner, inquiet que leur mascarade finisse par échouer et qu'ils soient tous deux exécutés pour avoir menti à Arthur. Le lendemain matin, Arthur réprimande sévèrement l'un de ses majordomes pour s'être endormi trop longtemps. Marie ne peut s'empêcher de penser qu'il est à la fois strict et intimidant, mais que chacune de ses remarques est pleine de bon sens. Une fois installés dans la voiture, Arthur lui expose leur emploi du temps de la journée. En l'écoutant, Marie comprend que les journées d'Arthur sont toujours bien remplies, entre ses études et la gestion de son entreprise. Il commence à se plaindre d'un partenaire d'affaires dépourvu de savoir-vivre. Marie se dit alors qu'Arthur est vraiment un homme rigide et redoutable, mais elle remarque aussi qu'il devient étonnamment doux lorsqu'il s'adresse à elle. Soudain, Arthur lui prend la main et se penche vers elle. Il lui confie qu'il sait que ses ordres consistent à le suivre à l'école tout en se faisant passer pour une humaine. Il ajoute qu'en cas de problème, elle pourra toujours venir lui demander de l'aide. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'académie, Marie cache difficilement son enthousiasme devant la majesté des lieux. Elle observe les trophées et plaques accrochés au mur et remarque que la plupart portent le nom d'Arthur. Tandis qu'elle admire ses exploits, 2 élèves la percutent et la réprimandent pour avoir bloqué le couloir. D'une voix monotone et mécanique, elle s'excuse. Mais son ton froid et dénué d'émotion ne fait qu'irriter davantage les garçons qui la trouvent étrange et malaisante. Pourtant, Marie ne joue pas un rôle. C'est simplement ainsi qu'elle parle depuis toujours. Même sa mère n'a jamais compris pourquoi sa voix restait si distante, peu importe la situation. Arthur surgit alors derrière elle et rabroue sèchement les 2 étudiants pour avoir importuné sa domestique. Une fois seule, Marie le remercie.
Et Arthur lui caresse doucement la tête en lui disant qu'il trouve sa voix neutre et son visage impassible adorable. Lorsqu'il lui fait signe qu'il est temps de partir, Marie sent ses joues rosir légèrement. C'est la première fois qu'on lui adresse un compliment aussi tendre. De retour au manoir, il s'installe dans le bureau d'Arthur. Un jeune homme entre alors et le salue avec une familiarité déconcertante. Roy chuchote à Marie que cet homme n'est autre que Maynard, le frère d'Arthur, du moins en titre. Marie se demande aussitôt si lui aussi cherche à nuire à Arthur et observe attentivement les deux hommes. Les deux frères échangent des paroles aimables et pleines d'éloges, mais, intérieurement, ils se maudissent l'un l'autre. Derrière leur sourire poli et leur voix courtoise, chacun perçoit parfaitement le venin dissimulé dans les mots de l'autre. Roy, qui les observe, devine sans peine la tension invisible entre eux, tandis que Marie, totalement inconsciente de ce climat hostile, pense simplement qu'ils s'entendent bien comme de vrais frères unis. Maynard finit par s'excuser et quitte la pièce sous prétexte d'aller aux toilettes. Une fois seul dans le couloir, il laisse éclater sa frustration et marmonne des insultes, exaspéré qu'Arthur soit encore en vie. Mais il s'interrompt brusquement lorsque Marie surgit silencieusement derrière lui indiquant la direction des toilettes. Pris de panique, Maynard sursaute et la réprimande sèchement. Marie s'excuse, mais son visage impassible ne montre aucune trace de remords. Elle lui explique qu'elle est un robot, incapable de ressentir ou d'exprimer des émotions. Intrigué, Maynard la dévisage longuement, remarquant qu'elle ne cligne même pas des yeux. Impressionné, il admet qu'Arthur a fait un excellent choix en acquérant un modèle aussi réaliste, tout en critiquant le manque de goût de son frère. Après tout, cette machine ne sait même pas sourire. Piquée dans son orgueil, Marie affirme qu'elle sait sourire. Elle attrape alors les coins de sa bouche avec ses doigts et tire pour afficher un large rictus artificiel. Le résultat est si effrayant que Maynard prend aussitôt la fuite, terrifié. Plus tard, dans la soirée, Arthur est assis dans son bureau, observant pensivement la fontaine à l'extérieur. Son esprit s'égare vers le jour où il a décidé de devenir l'héritier de l'entreprise familiale. Ses pensées sont interrompues lorsque Marie entre discrètement, une tasse de thé à la main. Voyant son air préoccupé, elle croit l'avoir dérangé au mauvais moment. Mais, à sa grande surprise, Arthur lui demande timidement s'il peut poser sa tête sur ses genoux. Hésitante, Marie finit par accepter. Arthur s'installe aussitôt, plaisantant sur la dureté de ses cuisses qu'il attribue à son corps métallique, sans savoir qu'il s'agit en réalité de muscles fermes et entraînés. Peu à peu, il se détend et lui confie qu'il se sent terriblement seul, incapable d'accorder sa confiance à quiconque. Il avoue avoir accepté cette solitude comme le prix à payer pour être l'héritier du patrimoine de son père. Touchée par sa sincérité, Marie lui promet doucement qu'elle restera toujours à ses côtés et qu'il pourra lui faire confiance. Apaisé, Arthur ferme les yeux et s'endort sur ses genoux. En le regardant dormir, Marie ressent un profond désir de le protéger, mais son cœur se serre à l'idée de devoir continuer à lui mentir pour le faire. Le lendemain matin, Arthur, Roy et Marie attendent devant le manoir, prêts à accueillir la voiture qui doit l'emmener à ses cours. Lorsqu'elle arrive plus tôt que prévu, Roy remarque l'anomalie. Il échange un regard inquiet avec Marie, puis tous deux saluent Arthur tandis qu'ils montent dans la voiture. Quelques instants plus tard, une autre voiture s'arrête devant le manoir. Roy comprend aussitôt que la première voiture était un leurre. Il ordonne à Marie d'appeler la police, mais lorsqu'il se tourne vers elle, elle a déjà disparu. Paniquée mais déterminée, Marie s'est élancée à toute vitesse sur la route, courant après le véhicule qui a enlevé Arthur. À l'intérieur de la voiture, Maynard monte à bord et aperçoit Arthur ligoté. Avec un sourire narquois, il lui avoue que l'enlèvement était son idée, tout simplement parce qu'il trouvait Marie agaçante. Il se moque de lui en disant qu'il devrait engager une meilleure domestique la prochaine fois, avant d'éclater de rire. Il n'y aura pas de prochaine fois, car Arthur mourra aujourd'hui. Arthur, exaspéré, soupire. C'est déjà la 168e fois que Maynard promet de le tuer. Soudain, un bruit sourd secoue le véhicule. Tous lèvent les yeux et découvrent Marie agrippée au pare-brise, déclarant d'une voix calme qu'elle est venue récupérer Arthur. C'est la panique dans la voiture. Maynard tente de rassurer son chauffeur, lui criant que Marie n'est qu'un simple robot et qu'ils doivent s'en débarrasser sans hésiter. Mais la jeune femme atterrit souplement sur la route, puis reprend la poursuite à une vitesse inhumaine. Le véhicule finit par s'arrêter devant une maison abandonnée. Arthur est tiré de la voiture et conduit à l'intérieur.
Maynard le provoque, lui demandant s'il a des dernières paroles avant de mourir. Il lui promet qu'une fois mort, il héritera de l'entreprise familiale. Arthur, au lieu d'avoir peur, est surtout furieux du traitement infligé à Marie. Maynard éclate de rire, se moquant de lui pour s'inquiéter davantage d'un robot que de sa propre vie. Il ricane en affirmant que Marie est probablement déjà détruite. Arthur le fixe d'un regard glacial et jure qu'il ne lui pardonnera jamais ce qu'il lui a fait. Mais Maynard se fige soudain. Il entend sa propre voix avouer le crime. Il se tourne vers Arthur, stupéfait, et voit un sourire se dessiner sur son visage. Arthur lui révèle alors que l'un de ses boutons est en réalité une caméra espion et que toute la conversation a été enregistrée puis envoyée automatiquement dans le cloud. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que quelqu'un découvre la vidéo et que le monde entier apprenne la vérité. Le visage livide, Maynard réalise qu'en restant, il ne ferait que confirmer sa culpabilité. Pris de panique, il s'enfuit, laissant derrière lui 2 de ses hommes pour terminer le travail. Les 2 hésitent, mais finissent par décider qu'ils n'ont pas le choix. Arthur a vu leur visage. Alors qu'ils s'apprêtent à l'exécuter, la porte vole en éclats. Marie surgit dans un éclair, et en une succession de mouvements rapides et précis, elle terrasse les 2 hommes en un instant. Les 2 hommes s'enfuient en hurlant, laissant Arthur attaché à une chaise. Marie se précipite vers lui et défait les cordes à toute vitesse afin qu'il puisse s'échapper. Aucun d'eux ne remarque la flaque d'essence répandue au sol, ni la cigarette encore allumée qui se consume tout près. En quelques secondes, les flammes s'enflamment et se propagent rapidement. Le bâtiment est bientôt entièrement englouti par le feu. Réagissant aussitôt, Marie constate que leur seule sortie est bloquée. Elle ordonne à Arthur de couvrir sa bouche avec son mouchoir pour ne pas inhaler trop de fumée. Apercevant une fenêtre, elle lui dit de l'utiliser pour s'échapper et promet de le soulever jusqu'à l'ouverture. Arthur refuse d'abord, incapable de se résoudre à la laisser derrière lui. Mais Marie insiste, lui assurant qu'elle ira bien et qu'elle trouvera une autre issue une fois qu'il sera en sécurité. Une explosion proche secoue la structure, rendant l'air irrespirable et la visibilité presque nulle. Marie, déterminée, se jure silencieusement de sauver Arthur, même au prix de sa propre vie. Non, elle ne l'abandonnera pas sans lui dire ce qu'elle ressent depuis le début. Elle lui confie alors qu'elle a vraiment apprécié le temps passé à ses côtés et qu'il est, pour elle, quelqu'un de très spécial. Elle ment en ajoutant qu'il ne doit pas s'inquiéter pour elle, car son corps métallique peut résister aux flammes. Elle le supplie de s'enfuir et de venir la chercher plus tard, prétendant qu'elle pourra simplement être réinitialisée une fois réparée. À contre-cœur, Arthur accepte et grimpe par la fenêtre. Une fois dehors, il crie qu'il reviendra la sauver. À l'intérieur, Marie s'effondre finalement, asphyxiée par la fumée. Alors que sa conscience s'éteint, elle se sent coupable de lui avoir menti, mais reconnaissante d'avoir pu le protéger jusqu'au bout. Quand elle rouvre les yeux, elle est stupéfaite de se trouver allongée sur un lit. Arthur est assis à son chevet et lui explique qu'il a immédiatement appelé Roy et qu'ils ont réussi à la sauver à temps. Aucune réinitialisation n'a été nécessaire. Marie ressent un immense soulagement, même si son visage demeure impassible. Arthur la regarde longuement, tenté de lui poser une question sur le sourire qu'il a cru voir dans l'incendie. Finalement, il se ravise, au grand soulagement de Roy. Il se convainc que ce sourire n'était qu'une hallucination causée par la fumée. Et pourtant, alors qu'il détourne les yeux, une pensée douloureuse lui traverse l'esprit. Tomber amoureux de Marie n'a aucun sens. Après tout, elle n'est qu'un robot. Et même si elle ne l'était pas, le jour de la fête, tous les domestiques s'affairent aux derniers préparatifs. Arthur finit par réprimander le serviteur responsable après avoir découvert que plusieurs tâches restaient inachevées, alors que celui-ci affirmait que tout était prêt. À cause de sa profonde aversion pour les menteurs, Arthur le renvoie sur le champ. Marie s'empresse d'aller chercher les chaises manquantes, ce qui lui vaut les félicitations d'Arthur. En quelques instants à peine, les invités commencent à arriver dans le jardin où la réception se tient. Marie observe les environs et réalise que toutes les personnes présentes sont des figures connues. Arthur lui confie que cet événement est crucial et qu'il ne peut se permettre la moindre erreur en tant qu'héritier de son père. Saisissant le sens de ses paroles, Marie promet de surveiller toute personne suspecte qui tenterait de gâcher la soirée. Arthur approuve, mais ajoute qu'il a une tâche encore plus importante à lui confier. Se penchant pour lui murmurer à l'oreille, il lui ordonne de se débarrasser de tous les poivrons, car il les déteste.
Marie accepte, bien décidée à le faire discrètement. À ce moment-là, la tante d'Arthur, Charlotte, l'appelle. Arthur accueille sa tante et son oncle avec un grand sourire. Marie les observe avec curiosité, car elle pensait que tous les membres de la famille d'Arthur souhaitaient sa mort. Pourtant, Karl et Charlotte semblent sincèrement heureux de le voir. Roy glisse doucement à Marie que ces deux-là sont les seuls membres de la famille qui soutiennent pleinement Arthur. Charlotte remarque qu'Arthur paraît plus heureux que d'habitude et lui demande si quelque chose est arrivé. Fier, Arthur déclare que son entreprise a fait une avancée majeure. Ils ont enfin créé la parfaite domestique robotique. Il désigne Marie d'un geste, la présentant fièrement. Charlotte est aussitôt captivée et s'approche pour l'examiner de plus près. Plus elle l'observe, plus Marie semble humaine. Sous le regard perçant de Charlotte, Marie commence à paniquer, craignant que sa véritable nature ne soit découverte. Réagissant rapidement, Roy la tire à l'écart sous prétexte de lui confier davantage de tâches. Marie se met alors à équilibrer plusieurs plateaux et à pousser un chariot chargé d'une haute tour de verre, impressionnant les invités par son habileté. Alors qu'elle travaille, le chat de Charlotte bondit soudainement vers le chariot. Marie réagit avec une rapidité étonnante. Elle attrape le chat en plein vol et stabilise les verres avant qu'il ne se renverse. Karl félicite Marie pour son équilibre remarquable, et Roy explique qu'elle est équipée d'un système d'amortissement de choc très avancé. La fête se poursuit sans encombre. Marie accomplit tranquillement l'étrange demande d'Arthur concernant les poivrons en les mangeant discrètement avant que les plats n'arrivent sur les tables. Malheureusement, elle en laisse tomber un sans s'en rendre compte. Le chat aperçoit le poivron tomber et commence à jouer avec. À l'autre bout du jardin, un intrus parvient à échapper à la sécurité. Mais avant qu'il ne fasse un pas de plus, Marie le neutralise d'un coup précis et le met hors d'état de nuire. Par précaution, elle décide de patrouiller le reste du domaine à la recherche d'autres individus suspects. Alors qu'elle fouille les alentours, elle sent soudain une présence juste derrière elle. Réagissant par instinct, elle saisit la personne et la projette par-dessus son épaule pour découvrir qu'il s'agit d'Arthur. Elle l'aide aussitôt à se relever et l'escorte jusqu'à son bureau, où il s'installe, posant la tête sur ses genoux. Arthur avoue qu'il voulait simplement échapper à la foule un instant, épuisé d'avoir dû divertir les invités. Alors qu'il se détend, Marie lui caresse doucement la tête, mais elle se fige lorsqu'Arthur saisit soudain sa main, se redresse et la tire contre lui pour la remercier sincèrement. Surprise, Marie recule brusquement. Elle déclare que puisqu'il s'est rétabli, elle doit retourner à ses fonctions. Arthur la regarde s'éloigner avec une déception silencieuse. Aucun d'eux ne remarque que Charlotte a assisté à toute la scène et que ses soupçons grandissent quant à la véritable nature de Marie. Peut-être n'est-elle pas une simple androïde après tout. De retour dans le jardin, Marie tente tant bien que mal de calmer les battements rapides de son cœur, troublée par ses propres réactions. Roy lui demande de servir de l'eau aux invités, mais elle laisse tomber un verre qui se brise en 1000 morceaux. En voulant en préparer un autre, elle renverse toute une carafe sur Roy. Soupirant, celui-ci la renvoie momentanément, craignant qu'elle ne trahisse leur couverture si elle continue dans cet état de distraction. Coupable, Marie s'éloigne vers un coin isolé du jardin. Avant de tourner à l'angle, elle aperçoit un homme accroupi en train de manipuler quelque chose. En réalisant qu'il est en train de poser de la dynamite, Marie se précipite, détruit le détonateur d'un coup et envoie l'homme valser à travers les buissons d'un puissant coup de pied. Malheureusement, elle oublie que la fête se déroule de l'autre côté de ces mêmes buissons. Les invités poussent des cris de stupeur lorsque Marie surgit soudainement, projetant l'inconnu inconscient en pleine vue. La panique gagne la foule jusqu'à ce qu'Arthur intervienne rapidement et déclare que cet homme n'était pas un invité, mais un intrus qui prévoyait de faire exploser une bombe. Il annonce fièrement que Marie vient de sauver tout le monde. Les invités éclatent en applaudissements, impressionnés par son sang-froid et son courage. Karl remarque à quel point Arthur accorde une grande confiance à Marie, tandis que Charlotte observe silencieusement, pensant que peut-être Marie sera celle qui apprendra à Arthur à faire confiance aux autres à nouveau. Depuis le toit, Maynard regarde la scène de louange en contrebas et jure de colère. Tandis qu'il fulmine en évoquant sa vengeance prochaine, il perd l'équilibre et tombe. Plus tard dans la soirée, Arthur se tient sur le balcon de son bureau, contemplant la vue en contrebas. Marie finit par apparaître, vêtue de la robe élégante qu'il avait choisie pour elle.
car il souhaitait la voir dans autre chose que son uniforme de domestique. Souriant, Arthur lui prend la main et l'invite à profiter du reste de la soirée à ses côtés. Incertaine, Marie retire doucement sa main et s'incline avec gêne, murmurant qu'elle est désolée d'avoir presque gâché la fête. Arthur lui dit qu'elle a travaillé très dur toute la journée et qu'elle a même éliminé tous les poivrons rien que pour lui. Il lui sourit, avouant qu'il lui en est sincèrement reconnaissant. Marie le fixe en silence. Une étrange chaleur envahit sa poitrine, et pour la première fois, elle ressent un irrésistible désir de le servir pour toujours. Ignorant ses pensées, Arthur médite à voix haute, disant qu'il doit être agréable d'être un robot, puisqu'il n'est pas nécessaire de manger. Curieux, il demande ensuite comment elle se recharge. Paniquée, Marie laisse échapper qu'elle fonctionne avec une double batterie. Personne ne croirait une telle chose. Mais à sa grande surprise, Arthur la prend au sérieux et la contemple longuement avant de murmurer doucement que, ce soir, elle ressemble davantage à une véritable jeune fille. Avant que Marie ne puisse répondre, Arthur se penche vers elle et dépose un baiser délicat sur son front. Brusquement, elle le repousse et s'enfuit vers la serre. Elle s'inquiète qu'Arthur ait peut-être découvert son secret, qu'elle est humaine. À l'extérieur, Roy garde le silence, le visage assombri par l'inquiétude. Le lendemain matin, Marie se ressaisit pour une nouvelle journée de travail. Elle redoute de croiser Arthur après les événements de la veille, mais se persuade qu'il n'a pas pu voir clairement son visage dans l'obscurité. En entrant dans la salle à manger, elle décide de lui dire qu'un dysfonctionnement l'a poussée à le repousser. Elle pousse un chariot de nourriture et commence sa routine habituelle. Arthur la salue chaleureusement, comme si rien ne s'était passé. Marie se demande s'il a tout simplement oublié. Lorsqu'elle ne lui rend pas son salut, Arthur fronce les sourcils et questionne son silence. Cherchant désespérément quoi répondre, Marie reste figée, tandis que Roy, qui observe la scène, commence à paniquer. Une mouche passe soudain devant eux, et Arthur comme Marie tendent la main en même temps pour l'attraper. Leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre, faisant rougir Arthur, tandis que Marie panique intérieurement et s'éloigne raide, tentant de paraître mécanique. Elle marmonne qu'Arthur agit bizarrement aujourd'hui, mais il se contente de lui demander d'apporter du café dans son bureau. Lorsqu'elle obéit, il ne peut s'empêcher de la regarder longuement. Au fil de la journée, Arthur se montre plus doux avec elle, lui proposant de porter certaines choses et allant même jusqu'à lui prendre la main. Marie décide qu'elle doit agir de manière plus robotique pour éviter tout soupçon, mais Arthur ne fait que la regarder s'éloigner, intrigué par sa démarche étrangement mécanique. Dans la salle de repos, Roy appelle Marie et l'informe qu'elle est relevée de ses fonctions avec effet immédiat. Il lui explique qu'Arthur devient de plus en plus méfiant depuis la veille et que ce n'est qu'une question de temps avant que son secret ne soit découvert. Marie se fige, incapable de comprendre pleinement ses paroles. Roy tente de la rassurer en lui disant qu'il continuera à veiller sur elle, mais insiste sur le fait qu'elle doit trouver du travail ailleurs avant qu'Arthur ne découvre la vérité. Marie a du mal à accepter l'idée de partir. Elle s'est attachée à Arthur. Désespérée, elle supplie Roy, lui promettant de faire de son mieux pour ne pas se faire démasquer. Roy lui dit qu'Arthur l'aime beaucoup. S'il apprend un jour qu'elle est humaine, cela le briserait. Il lui rappelle à quel point Arthur déteste le mensonge et souligne que continuer à lui mentir doit forcément lui faire mal à elle aussi. Marie réalise qu'elle n'a aucun argument à lui opposer. Roy poursuit, lui annonçant qu'il a déjà trouvé sa remplaçante, une véritable domestique robot. Quelques instants plus tard, Marie II, le nouveau modèle, traverse les couloirs avec une précision mécanique jusqu'à atteindre le bureau d'Arthur. En entrant, elle se présente comme une version améliorée de Marie et démontre immédiatement ses capacités en attrapant et éliminant une mouche avec une rapidité stupéfiante. Arthur la fixe, incrédule, jusqu'à ce que Roy s'avance aux côtés de la machine pour expliquer qu'avec ses systèmes de combat et d'efficacité perfectionnés, Marie II est la domestique idéale pour le servir. Pendant ce temps, la vraie Marie fait silencieusement ses bagages, ne possédant que très peu d'affaires, tandis qu'Arthur teste la fonction oreiller de genou de Marie II, accompagnée d'une musique d'ambiance. Aux grilles du domaine, Roy presse Marie de partir avant qu'Arthur ne s'en aperçoive. Elle lui promet de laver et de rendre son uniforme malgré son insistance pour qu'elle le garde. Pour elle, cet uniforme est un symbole de tout ce qu'elle est sur le point de perdre. Un rappel qu'elle n'a jamais été destinée à rester aux côtés d'Arthur.
Alors qu'elle s'apprête à partir, Arthur apparaît soudain, le visage empreint d'un mélange de confusion et de colère. Il exige de savoir ce qui se passe et pourquoi elle est remplacée si brusquement. Marie, gardant son ton habituellement calme, explique que puisqu'il existe désormais une domestique robot plus récente et plus performante, il est temps pour elle de se retirer. Mais Arthur ne la croit pas. Sa frustration grandit à mesure qu'il cherche les mots justes, tentant d'exprimer qu'il la veut, elle, précisément. Avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit, Marie II surgit soudainement derrière Arthur. Ses capteurs se verrouillent sur Marie et l'identifient comme une menace. Marie ordonne à Roy et à Arthur de s'éloigner, juste au moment où le robot se jette en avant. Elle parvient à bloquer la première attaque, mais est aussitôt projetée en arrière sous la puissance du choc. Elle comprend vite que la force de Marie II dépasse largement la sienne. Alors qu'elle se prépare à encaisser le coup final, Arthur se précipite devant elle pour la protéger de l'impact. Roy pousse un cri d'horreur lorsque le coup atteint le dos d'Arthur. Submergée par la rage et le désespoir, Marie rassemble chaque once de force qui lui reste. D'un coup de pied féroce, elle brise Marie II en deux. La machine s'effondre lourdement au sol. Arthur se précipite vers Marie, la voix tremblante d'inquiétude, et lui dit qu'il sait déjà tout. Roy se fige, pris de panique, craignant que leur secret ne soit découvert. Cependant, la compréhension d'Arthur est loin de la vérité. Il croit que Marie a simplement subi une défaillance et que Roy avait préparé Marie II pour la remplacer. Arthur insiste sur le fait qu'il peut payer tous ses frais de maintenance, déterminé à la garder à ses côtés. Marie le rassure rapidement en prétendant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'elle a déjà été réparée. Arthur lui adresse un sourire chaleureux, la prend doucement dans ses bras et lui demande de rester toujours auprès de lui. Marie avoue à voix basse qu'elle le souhaite aussi. Pendant un instant, tous deux sont comblés de bonheur. Plus tard, dans la cuisine, Roy remercie Marie pour tous ses efforts et pour avoir enfin redonné le sourire à Arthur, un sourire qu'il n'avait plus eu depuis longtemps. Marie promet de continuer à travailler dur et d'éviter toute erreur pouvant révéler sa véritable identité. Un bruit mécanique retentit soudain dans la pièce. Marie se retourne et voit Marie II entrer dans la cuisine, rutilante et entièrement opérationnelle. Le robot annonce qu'il a été réparé et mis à jour. Roy explique qu'il souhaite désormais que les deux maris travaillent ensemble pour protéger Arthur. Marie II s'incline poliment et déclare qu'elle a hâte de collaborer avec elle. Mais Marie ne peut que la regarder en silence, figée face à ce... Un groupe d'hommes déguisés en employés de Manners complote secrètement des moyens d'assassiner Arthur. Cependant, Marie et Marie II les surprennent en pleine discussion. Les hommes tentent de s'enfuir, mais Marie II déploie rapidement un filet qui les emprisonne sans effort. Dans un autre manoir, Manner, furieux, maudit sa malchance en réalisant qu'il commence à manquer d'assassins à engager. Pendant ce temps, Arthur repose sa tête sur les genoux de Marie, murmurant d'un ton las que les humains sont décidément peu fiables et que la seule personne dont il ait vraiment besoin, c'est elle, persuadée, bien sûr, qu'elle n'est qu'un simple robot. Non loin de là, Marie II entame son processus de recharge. Arthur se souvient alors que Marie doit aussi se recharger et lui tend avec un sourire attendri une pile double A, en disant que c'est sa préférée. Intrigué, il lui demande comment elle se recharge exactement, avouant qu'il aimerait bien le voir de ses propres yeux. Marie panique intérieurement, réalisant qu'elle n'a aucune idée de la façon de simuler cela. Dans un élan de désespoir, elle met la pile dans sa bouche et fait semblant de se recharger. Roy, qui observe la scène depuis l'encadrement de la porte, est persuadé que son secret va être révélé. Mais lorsqu'Arthur murmure à quel point Marie est adorable en train de se recharger, Roy comprend à quel point Arthur peut être idiot lorsqu'il s'agit d'elle. Plus tard, Arthur confie à Roy qu'il trouve la sécurité du manoir un peu trop relâchée ces derniers temps. Roy lui répond que c'est surtout parce qu'Arthur renvoie les employés sur un coup de tête. Il lui suggère de faire une pause, rappelant que son père aussi savait se reposer quand il dirigeait l'entreprise, tout en omettant de préciser que ce « repos » impliquait souvent la compagnie de plusieurs femmes. Arthur réfléchit à ce conseil, puis demande à Marie si elle possède un mode amour ou un mode priorité. Marie se fige, sous le regard attentif d'Arthur et de Roy, ne sachant quoi répondre. Peu après, elle se retrouve à accompagner Arthur en ville, essayant maladroitement de jouer le rôle de sa compagne. D'une voix mécanique, elle déclare « Je t'aime », convaincue d'avoir totalement échoué.
Mais Arthur, lui, est secrètement aux anges. Il lui dit d'arrêter de l'appeler maître et de parler plus naturellement lorsqu'ils sont dans ce mode. Avec difficulté, Marie parvient à prononcer son prénom, ce qui fait battre le cœur d'Arthur un peu plus fort. Alors qu'ils marchent côte à côte, Marie se souvient d'un conseil de son professeur. Pour devenir forte, il faut apprendre de ceux qui le sont déjà. Appliquant cette logique à sa situation, elle en conclut que pour devenir une parfaite amoureuse, elle doit observer de vrais couples. Elle en aperçoit justement un non loin. Une jeune fille invite tendrement son petit ami à prendre le thé avec elle. Imitant la jeune fille, Marie invite Arthur à prendre le thé, choisissant exactement le même salon où le couple vient d'entrer. En remarquant la fille serrer tendrement son petit ami dans ses bras, Marie essaie de reproduire le geste. Mais sa force surhumaine finit par écraser Arthur dans une étreinte beaucoup trop puissante. Une fois assis, Marie s'excuse maladroitement, mais son attention reste fixée sur le couple. Lorsqu'elle voit la jeune femme donner une bouchée à son compagnon, elle comprend qu'elle peut faire la même chose sans problème. Arthur trouve son comportement étrangement attendrissant. Il prend doucement sa main pour guider la friandise jusqu'à sa bouche. Pour la remercier, il lui tend à son tour une pile qu'il lui fait manger, comme un gâteau, sous les regards horrifiés des clients, persuadés d'assister à une scène de maltraitance domestique. Il quitte finalement le café, tandis que le regard de Marie reste rivé sur le couple qui marche devant eux. Elle observe la tendresse naturelle de leurs gestes, fascinée. Arthur, ignorant qu'elle les suit des yeux, remarque quelques petites barques amarrées le long de la rivière. En voyant où se porte son attention, Marie lui rappelle qu'elle pourrait tomber en panne si elle venait à tomber à l'eau, cachant en réalité qu'elle ne sait pas nager. Un air inquiet traverse le visage d'Arthur, qui se met à penser que Roy pourrait la lui retirer si elle venait à se dérégler. Tandis qu'il rumine cette idée, Marie poursuit son observation du couple. Elle les voit cette fois s'offrir un petit cadeau et en conclut que ce genre de geste fait partie du bonheur amoureux. Quand elle les voit s'embrasser, elle décide aussitôt que c'est une chose qu'elle ne peut pas reproduire. À la place, elle cueille doucement un trèfle à 4 feuilles dans l'herbe et le tend à Arthur, expliquant que c'est un cadeau censé lui porter bonheur. Arthur reste silencieux, ce qui pousse Marie à croire que son présent n'a aucune valeur. Mais il prend délicatement le trèfle entre ses doigts et lui dit que ce n'est pas le prix d'un cadeau qui compte, mais la sincérité de celui qui l'offre. Alors qu'il traverse le parc, il remarque que presque tous les couples se tiennent la main. Arthur, un peu hésitant, lui demande s'ils peuvent faire de même et lui montre doucement comment s'y prendre. Marie entend alors quelqu'un remarquer à quel point il y a beaucoup de couples ce jour-là, et elle commence à se demander si, un jour, Arthur rencontrera une fille gentille qui saura le rendre heureux. À la tombée de la nuit, Arthur la conduit jusqu'à une vieille église, lui avouant qu'il y venait souvent avec ses parents. Soudain, il lui demande s'il peut l'embrasser. Marie se fige, le visage impassible mais l'esprit en panique. Elle sait qu'elle est censée accepter, pourtant quelque chose en elle résiste. Alors qu'Arthur se penche lentement vers elle, Marie aperçoit un projectile foncer droit sur eux. En une fraction de seconde, elle l'attrape par le bras et le tire hors du coin de l'œil. Marie aperçoit un mouvement sur le toit de l'église. Elle ordonne aussitôt à Arthur de rester sur place pendant qu'elle s'en charge. En montant, elle se retrouve face à face avec Noah, qui semble plus intrigué par ses capacités que par sa véritable cible. D'un ton presque amusé, il lui demande si elle est la petite amie d'Arthur. Marie réplique sèchement qu'elle n'est que son assistante. Elle passe aussitôt à l'attaque, mais comprend vite à quel point Noah part et esquive avec une aisance déconcertante. Son calme et sa vitesse prouvent qu'il n'a rien d'un adversaire ordinaire. En contrebas, elle entend Arthur l'appeler. Elle tourne la tête pour lui dire de rester en arrière, mais Noah réapparaît soudain derrière elle et, avec un sourire provocateur, lui souffle qu'il l'aime bien. D'une simple poussée, il la précipite dans le vide. Marie réalise qu'elle chute, mais avant qu'elle ne touche le sol, Arthur la rattrape in extremis. Elle s'excuse d'avoir laissé Noah s'échapper, se blâmant intérieurement d'avoir échoué à la fois comme garde du corps et comme fausse amante. Alors que ses pensées s'enchaînent dans un tourbillon de culpabilité, Arthur s'approche doucement et dépose un baiser sur sa joue, murmurant que leur véritable baiser pourra attendre qu'elle réactive son mode amoureux. Marie l'avertit qu'elle ne pourra pas l'utiliser souvent, car ce mode consomme énormément d'énergie. À ces mots,
Arthur prend un air sombre et appelle discrètement Roy pour qu'il vienne les chercher. Le lendemain à l'école, l'esprit de Marie reste hanté par l'image de Noah. Elle se jure de le neutraliser la prochaine fois qu'ils se croiseront. Ses pensées sont brusquement interrompues lorsque le professeur présente un nouvel élève transféré. Sous les regards curieux de la classe, Noah entre joyeusement et se présente avec un large sourire. Dehors, Ménard marmonne qu'il espère enfin que Noah accomplira sa mission. En classe, le nouveau venu charme rapidement toutes les filles par son aisance et son allure confiante. Marie, elle, ne perd pas une seconde. Elle quitte la salle sans un mot, décidée à retrouver Arthur pour le prévenir qu'un assassin s'est infiltré dans leur école. Mais à peine dans le couloir, Noah apparaît soudain à ses côtés, lui demandant si elle compte assister à sa fête de bienvenue. Sans hésiter, Marie l'attaque, lançant qu'on ne l'a invité nulle part. Noah bloque aisément ses coups et contre-attaque, ajoutant que les gens la craignent à cause de son absence totale d'émotion. Il attrape alors son visage d'une main et lui dit qu'il veut déformer cette expression impassible sous la douleur, avouant qu'il est tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Marie se libère violemment, convaincue qu'il est fou. Lorsqu'elle exige de connaître ses véritables intentions, Noah sort une épaisse pile de documents, des photos, des dossiers et des rapports retraçant son passé de combattante entraînée. Chaque trace de cette ancienne vie aurait dû être effacée par Roy lorsque Marie avait endossé son rôle de domestique robotique. Noah lui explique que son véritable cadeau n'est pas matériel, mais qu'il réside dans le temps et les efforts qu'il a consacrés à dévoiler ses secrets. Les paroles du jeune homme lui soulèvent le cœur. Elle trouve son obsession profondément dérangeante. Il lui demande alors pourquoi elle a choisi de se cacher derrière l'identité d'une servante mécanique. Marie, méfiante, lui demande ce qu'il attend réellement d'elle. Noah lui répond, avec un sourire d'une innocence déconcertante, qu'il souhaite simplement qu'ils s'entendent bien. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Arthur surgit, exigeant de savoir ce que Noah veut à Marie. D'un ton désinvolte, Noah prétend qu'il observait simplement quelques photos intéressantes. Craignant qu'Arthur ne voie de quoi il s'agit, Marie se retourne vivement et fait semblant de jouer le jeu de Noah. Celui-ci pose alors une main sur son épaule, affichant un air satisfait, et déclare qu'il semble bien qu'elle le préfère à Arthur. La remarque attise aussitôt la colère d'Arthur, qui lui ordonne de retirer sa main, affirmant que Marie le déteste. Noah se tourne vers elle et lui demande si c'est vrai. Réfléchissant à toute vitesse, Marie répond qu'elle souhaite simplement rester en bons termes avec lui, puisqu'il détient des informations précieuses. Ravi, Noah s'exclame avec audace que Marie lui appartient désormais. Exaspéré, Arthur l'accuse de lui bourrer la tête de sottises. Il le provoque alors en duel, le prix étant rien de moins que Marie elle-même. Mais soudain, le chaos éclate. Un groupe de poules affolées traverse la cour, poursuivi par quelques étudiants paniqués. Toby arrive en courant et explique que 7 poules du laboratoire de recherche se sont échappées. Voyant une occasion amusante, Noah claque des doigts et propose de régler leur duel en voyant qui attrapera le plus de poules. Arthur accepte aussitôt, tandis que Toby, naïf, croit simplement qu'ils veulent l'aider à récupérer les animaux. Arthur en attrape une sans difficulté. Quelques filles, non loin, remarquent son adresse et se mettent à chuchoter avec admiration. Impassible, Arthur commente que les animaux sont bien plus dignes de confiance que les êtres humains. Cette remarque fait naître en Marie une inquiétude silencieuse. Jusqu'où va donc sa méfiance envers les gens ? Après avoir déposé la poule dans une charrette où en reposent déjà 2 autres, Arthur se tourne vers elle. Lorsqu'elle lui propose son aide, il lui répond doucement de le laisser la protéger cette fois. Les filles, en retrait, poussent des soupirs émus devant la tendresse de la scène et la délicatesse de ses gestes. Entendant le cri d'une poule affolée, Arthur s'élance aussitôt à sa poursuite. Pendant ce temps, Noah choisit une autre stratégie. Il demande à des étudiants de l'aider à attraper les dernières. Marie s'exclame que sa méthode est injuste, mais Noah, avec un sourire malin, lui rappelle qu'ils n'ont jamais fixé de règles interdisant de demander de l'aide. Noah aperçoit bientôt 3 poules blotties non loin et tente de s'en approcher discrètement. Mais les volatiles s'enfuient aussitôt dans toutes les directions. En observant la scène, Marie en vient à la conclusion que même les animaux perçoivent à quel point Noah est déséquilibré, peu importe le charme qu'il tente d'afficher. Décidé à ne pas se laisser distancer, Noah dégaine l'un de ses outils d'assassin et, d'un geste précis, capture les 3 poules en un seul mouvement, égalant ainsi le score d'Arthur.
Une étudiante lui signale alors qu'une autre poule a été aperçue dans le jardin, juste devant la cafétéria. Noah s'y précipite, mais découvre qu'Arthur est déjà lancé à la poursuite du même oiseau. Saisi par la tension entre les deux garçons, la poule détale et s'enfonce dans un épais buisson, rendant la tâche d'Arthur presque impossible. Noah, grâce à son œil exercé, repère rapidement sa position et s'élance à sa suite. Arthur, refusant de perdre, fonce derrière lui. Marie, qui observe la scène à distance, sent l'inquiétude la gagner. Et si Arthur perdait du terrain? Réagissant sans réfléchir, elle grimpe à un arbre voisin pour mieux voir et commence à lui crier des indications afin de le guider. Mais à peine a-t-elle repéré la cachette de la poule et crié à Arthur où aller, que la branche sous ses pieds cède. Elle chute brutalement et s'écrase dans le lac en contrebas. Sans la moindre hésitation, Arthur abandonne la course et plonge dans l'eau pour la secourir. Noah, arrêté net, regarde tour à tour le lac et la poule avant de rester figé, indécis. Sous la surface, Marie coule lentement, impuissante, jusqu'à ce qu'Arthur la rejoigne et la ramène hors de l'eau. Il la dépose avec précaution sur l'herbe, le souffle court, et lui assure avec empressement qu'il va prévenir Roy pour la réparer immédiatement. Marie garde les yeux fermés, mais elle entend la panique dans sa voix, sent la chaleur de ses mains tremblantes. Se jugeant indigne d'avoir failli à son rôle de protectrice, elle est pourtant profondément émue par son inquiétude sincère. Lorsqu'une larme d'Arthur tombe sur sa joue, elle ouvre doucement les yeux et murmure qu'elle va bien. À cet instant, un étudiant arrive en courant pour annoncer que Noah a capturé la dernière poule. Noah s'avance, tenant l'oiseau dans ses bras. Mais au lieu de triompher, il déclare qu'Arthur est le véritable vainqueur, car lui seul a su abandonner la compétition pour sauver ce qui comptait réellement à ses yeux. Alors que Noah s'éloigne, Marie et Arthur regagnent silencieusement le manoir. Roy les y attend et gronde aussitôt Marie pour sa témérité. Et pourtant, bien que ce soit elle qui ait failli se noyer, c'est Arthur qui, quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard, la tension atteignit son paroxysme. Roy faisait face à Marie, la lame d'un couteau pressée contre sa gorge, le regard brûlant de colère. Il la réprimanda violemment pour avoir laissé Arthur tomber malade, qualifiant cela d'erreur presque impardonnable. Calme et résignée, Marie accepta la situation. Elle déclara que son seul regret serait qu'Arthur découvre un jour la vérité sur elle. Surpris, Roy abaissa alors la lame, révélant qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple couteau-jouet. Il demanda ensuite comment quiconque pourrait apprendre la vérité, puisqu'il avait effacé toute trace de son passé. Sans répondre directement, Marie affirma que ce qui importait désormais, c'était la santé d'Arthur. Elle promit de faire tout ce qui était nécessaire pour l'aider à se rétablir. À ce moment-là, Roy changea de ton et la conduisit dans une pièce où il lui montra une mystérieuse valise. Il expliqua que le père d'Arthur disait souvent que cet appareil pouvait guérir n'importe quoi, bien qu'il n'ait jamais su ce qu'il contenait réellement. Marie observa l'objet avec une inquiétude mêlée de curiosité. Un peu plus tard, elle entra dans le bureau d'Arthur et le trouva en train d'étudier malgré son rhume. Inquiète, elle lui demanda de se reposer, mais il refusa, expliquant qu'il devait continuer à travailler pour le conseil des étudiants et préparer la célébration de l'anniversaire de l'école. Arthur ajouta qu'en tant qu'hôte et représentant, il se sentait responsable de ne pas décevoir ceux qui lui faisaient confiance. Une charge semblable à celle qu'il portait comme héritier de la société Seats. Admirative de sa détermination, Marie le regarda s'éloigner pour aller chercher quelques documents. Restée seule avec ses pensées, elle prit alors une décision. Elle ferait tout pour l'aider. De retour dans sa chambre, elle ouvrit sa valise et contempla longuement son contenu, incertaine. Elle doutait qu'un objet aussi étrange puisse réellement servir à quoi que ce soit. Plus tard dans la nuit, Marie entra dans la chambre d'Arthur vêtue d'un uniforme d'infirmière, le laissant complètement stupéfait. Dans son esprit, Arthur se demanda si cette tenue pouvait vraiment guérir les hommes de la famille Seats, sans comprendre comment cela pouvait fonctionner. Avant qu'il ne puisse réagir, Marie le poussa doucement sur le lit, insistant pour qu'il se repose. Désorienté, Arthur se demanda s'il délirait ou si elle avait activé une sorte de mode infirmière. Il tenta de chasser ses pensées absurdes et se contenta de la laisser faire son travail. Avec précaution, Marie posa son front contre celui d'Arthur pour vérifier sa température. Gêné, Arthur se recula légèrement, murmurant que ce geste lui paraissait trop intime. Paniquée,
Marie improvisa une excuse. Elle affirma qu'il y avait un capteur thermique dans son front. À sa grande surprise, Arthur la crut sans hésiter. Intérieurement, Marie conclut qu'il était bien plus naïf qu'elle ne l'avait imaginé. Voyant à quel point il transpirait et paraissait fiévreux, elle lui proposa de l'aider à se changer. Lorsqu'il ôta sa chemise, elle tenta de rester impassible, se répétant qu'il était un robot et qu'elle n'avait aucune raison d'être troublée. Mais en apercevant les cicatrices qui marquèrent son dos, son expression se figea. Arthur lui avoua qu'il évitait toujours de montrer ces marques, souvenir des dangers qu'il avait affrontés depuis l'enfance, et il ajouta qu'il savait qu'elle ne disparaîtrait jamais. Émue, Marie le serra dans ses bras, lui promettant de ne plus jamais laisser personne le blesser. Arthur sentit qu'avec elle, il pouvait enfin montrer sa vulnérabilité, chose qu'il ne s'était jamais autorisée auparavant. Encore étourdi, il murmura qu'il devait sûrement halluciner, incapable de comprendre ce qu'il ressentait. Un peu plus tard, dans les couloirs du manoir, 2 domestiques chuchotaient qu'Arthur était gravement malade, au bord de la mort. Marie apparut derrière eux, et en entendant leur moquerie à propos de sa tenue, elle n'hésita pas une seconde. Elle donna un coup de pied à l'un et assomma l'autre avec un vase. Elle constata alors que la décoration du manoir se prêtait parfaitement à ce genre de situation. Puis, elle aperçut un autre domestique montant l'escalier menant à la chambre d'Arthur. Sans réfléchir, elle fit basculer tout l'escalier sur lui. Après cela, elle rejoignit la chambre d'Arthur, s'excusa pour le vacarme et lui assura qu'il pouvait désormais se reposer en toute tranquillité. Arthur prit sa main et, le regard sincère, la remercia de ne pas l'avoir laissée seule. Il avoua qu'il faisait toujours semblant d'aller bien, même s'il détestait mentir, mais qu'avec elle, il pouvait enfin être honnête. Marie sentit le poids de ses propres mensonges lui peser, mais son désir de rester à ses côtés ne fit que grandir. Dans son esprit, elle tenta de comprendre ce sentiment étrange et brûlant qui la consumait peu à peu. Pendant ce temps, au manoir Ménard, la scène se déplaçait vers un sombre. Ménard descendit les escaliers à la recherche de Noah, l'inquiétude pesant sur ses épaules. Lorsqu'il le trouva enfin, il lui reprocha d'apparaître toujours sans prévenir. Puis, d'un ton sec, il demanda s'il avait apporté ce qu'ils avaient convenu. Noah lui tendit alors le téléphone d'Arthur, affirmant que la vidéo avait déjà été effacée et qu'il pouvait désormais tuer Arthur sans le moindre remords. Mais Ménard le corrigea aussitôt. Il ne voulait pas qu'Arthur meure maintenant. Il voulait qu'il reste en vie, pour pouvoir le tuer de ses propres mains. Dans ses yeux brûlait une haine personnelle, profonde et dévorante. Quelques jours plus tard, le manoir d'Arthur resplendissait de lumière et de musique à l'occasion de son anniversaire. Un somptueux bal masqué avait réuni une foule d'invités illustres venus lui rendre hommage. Marie, apaisée, se réjouissait de voir qu'Arthur s'était complètement rétabli. Il s'approcha d'elle avec un sourire et lui demanda, d'un ton taquin, si elle n'était pas fatiguée. « C'est vrai, c'est un peu idiot de poser cette question à un robot », plaisanta-t-il, avant de lui tendre une poignée de batterie. « Je veux que toi aussi, tu profites de la fête. » Marie esquissa un sourire reconnaissant et le remercia doucement. Mais l'ambiance changea brusquement lorsque Noah fit son entrée, déguisé, affichant un enthousiasme forcé. Arthur se raidit aussitôt. Et lorsque Noah prit Marie dans ses bras pour la saluer, Arthur demanda avec une ironie glaciale aux invités si quelqu'un, par hasard, portait une arme ou un objet pointu avec son costume. Avant que la tension ne s'aggrave, un vieux politicien s'approcha d'eux. Marie le reconnut immédiatement pour l'avoir déjà vu à un autre événement. Arthur changea alors d'attitude, le salua avec courtoisie et s'éloigna pour discuter avec lui, demandant à Marie de l'attendre un instant. De son côté, Noah prétendit vouloir aller chercher à manger, mais Marie, méfiante, décida de le suivre discrètement. Elle s'approcha d'un invité portant le même costume que Noah et portant un plateau débordant de nourriture. Intriguée, elle fit remarquer que c'était un peu trop pour une seule personne. L'homme, surpris, lui expliqua qu'il n'était pas Noah. Il avait simplement emprunté son costume. Puis il lui montra du doigt plusieurs enfants vêtus de tenues identiques, précisant que Noah les avait aidés à se déguiser ainsi. C'est alors que Marie comprit qu'elle avait été dupée. Sans perdre une seconde, elle contacta Roy par son communicateur et lui demanda de localiser Arthur grâce au GPS. Roy l'informa qu'Arthur se trouvait dans une pièce au bout du couloir, reliée à une autre, et lui promit de la guider. Pendant ce temps, Arthur et le politicien marchaient lentement dans un long couloir, discutant de sujets sérieux.
Soudain, Noah surgit de l'ombre et lui injecta quelque chose. Arthur commença aussitôt à vaciller, la tête lui tournant. Paniqué, le politicien s'excusa avant de s'enfuir, balbutiant qu'il faisait cela pour protéger sa famille. D'un ton froid, Noah commenta que menacer les proches fonctionnait toujours, même s'il avoua n'avoir jamais vraiment compris pourquoi. Arthur réagit en dégainant son taser et le lança sur Noah, qui grimaça mais le félicita pour sa résistance. D'un coup de pied rapide, Noah le désarma et lui injecta une nouvelle dose, ajoutant qu'aucun être humain ne pouvait supporter une telle quantité. Il précisa qu'il comptait au départ utiliser le composé sur Marie, mais qu'Arthur ferait un appât tout aussi parfait. Guidée par Roy, Marie courait à travers les couloirs du manoir, répétant entre ses dents que l'endroit paraissait abandonné. Alors qu'elle franchissait la porte reliant les deux pièces, Noah surgit brusquement, lui plaquant un couteau contre la gorge et la clouant au mur. Avec un sourire tordu, il complimenta sa rapidité et le calme de son regard, affirmant qu'elle était la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Marie tenta de riposter d'un coup de pied, manquant sa première attaque, mais la seconde frappa juste. Le couteau tomba. D'une voix ferme, elle déclara qu'elle s'était entraînée précisément pour ce genre de moment. Exalté, Noah annonça qu'il allait alors se battre sérieusement avant de lui proposer de s'allier à lui. Il ferait une équipe parfaite, 2 assassins froids et implacables. Mais Marie répondit simplement qu'elle était la servante d'Arthur. Frustré, Noah la jeta violemment au sol et saisit sa gorge, disant qu'il la comprenait mieux qu'Arthur, qu'il l'aimait telle qu'elle était et qu'elle serait bien plus heureuse à ses côtés. Malgré la douleur et le souffle qui lui manquait, Marie soutint son regard, déterminée, et refusa sans la moindre hésitation, prouvant que sa loyauté envers Arthur dépassait toute tentation. Au milieu de la tension grandissante, Marie remarqua que le bras droit de Noah faiblissait et saisit l'occasion. Elle recula vivement, sortit un petit dispositif de sa poche et le lança. La pièce fut aussitôt plongée dans une obscurité totale. Sûr de lui, Noah éclata de rire, affirmant que ses yeux étaient habitués à l'obscurité. Il lança alors son fouet, qui s'enroula autour d'une jambe. Mais lorsqu'il tira, il réalisa trop tard qu'il avait attrapé Marie aussi, pas la véritable Marie. Dans un mouvement rapide et précis, l'androïde tira le fouet, le fit claquer dans l'air, puis asséna un coup direct au visage de Noah, le faisant chanceler, étourdi. Marie observa la scène et félicita son double, disant qu'elle était un robot encore mieux conçu qu'elle-même, avant de lui confier la suite des opérations. Sans perdre une seconde, elle passa dans la pièce voisine et découvrit Arthur inconscient, sans aucune blessure apparente. Un profond soulagement envahit sa poitrine. Elle le serra dans ses bras et tenta de s'enfuir, appelant son double. Mais aucune réponse ne vint. Soudain, Noah réapparut derrière elle et la saisit brutalement, la faisant sursauter. Son regard était fou, presque dément. Il murmura qu'il aimait Arthur profondément, non pas l'humain, mais le robot qu'il croyait qu'elle était. Ses paroles étaient tranchantes comme des lames. Il lui demanda comment elle pensait qu'Arthur réagirait en découvrant la vérité, ajoutant que personne ne l'avait jamais aimée, qu'elle avait toujours été seule et que telle était sa destinée. Chaque mot la transperçait, la faisait trembler, jusqu'à ce qu'une voix faible interrompe Noah. Arthur, à moitié conscient, venait de poser ses mains sur les oreilles de Marie, lui murmurant de ne plus écouter. Le regard fixé sur Noah, il demanda d'une voix brisée qui osait faire du mal à sa Marie. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Même affaibli, Arthur la protégeait sans la moindre hésitation. À cet instant, Marie sentit en elle une force étrange et puissante s'éveiller. Elle pensa que son visage sans expression devait lui donner l'apparence d'une poupée, mais une poupée prête à tout pour défendre celui qu'elle aimait. Mais, poussée par l'émotion, elle se jeta sur Noah. D'une force inattendue, elle le frappa violemment, le faisant tomber, puis enchaîna les coups jusqu'à ce qu'il s'effondre inconscient. À l'intérieur d'elle, elle cria qu'elle n'était pas une simple machine, qu'elle avait des sentiments et qu'elle se battrait pour Arthur de toutes ses forces. Tenant Arthur inconscient de nouveau dans ses bras, Marie le serra doucement et murmura pour elle-même qu'il la protégeait toujours, soignait ses blessures et lui faisait ressentir des choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Puis, elle réalisa qu'elle était amoureuse de lui. Ce sentiment la submergea, mais lui donna également du courage. Quelques jours plus tard, après les cours à l'université, Marie était assise dans la salle en écoutant ses camarades parler de l'absence de Noah. L'un d'eux plaisanta en disant qu'il avait peut-être attrapé un rhume mental. Marie esquissa un léger sourire.
pensant que la raclée qu'elle lui avait donnée devrait suffire à éloigner quiconque pendant un moment. Cependant, en quittant le bâtiment, elle le rencontra brusquement. Noah, l'air fatigué, la salua avec ironie, avouant qu'il était trop faible pour continuer en tant qu'assassin pour l'instant. Il la taquina encore, disant que maintenant qu'elle savait qu'il l'aimait, mentir à Arthur serait plus difficile, car elle baisserait sa garde. Il suggéra de s'enfuir ensemble, mais Marie le regarda froidement et lui dit de s'occuper de sa propre vie. À ce moment-là, Arthur apparut et Noah changea instantanément d'attitude. Avec un sourire désinvolte, il prétendit avoir trébuché pendant la fête et avoir entendu des rumeurs sur une attaque contre Arthur, feignant l'innocence. Arthur, un peu confus, dit qu'il aurait juré avoir entendu sa voix pendant l'incident, mais Noah nia calmement et s'éloigna. Lorsque le silence revint, Arthur regarda Marie avec un sourire serein et commenta que, pendant sa fièvre, il avait fait un rêve merveilleux, si réel qu'il aurait souhaité qu'il soit vrai. En l'observant en silence, Marie sentit son cœur s'emballer. Au fond d'elle, elle comprit que ce qu'elle ressentait pour lui était de l'amour, un sentiment vrai, fort. Bientôt, nous découvrons plus en profondeur l'histoire d'Arthur, un jeune garçon qui, n'étant pas le fils légitime de la famille, fait constamment face à plusieurs tentatives d'assassinat de la part de parents rancuniers. Arthur se rend compte que quelqu'un à l'intérieur de la maison vend des informations confidentielles en échange d'argent. Lorsqu'il découvre le traître, l'homme tombe à genoux et s'excuse, affirmant qu'il a agi sur un coup de tête. Mais Arthur, triste, refuse de le laisser rester. Il réfléchit à la manière dont il est toujours trahi à la première occasion, convaincu que tout le monde le déteste, un sentiment qui le laisse profondément découragé. Heureusement, il croit que Marie n'est qu'un robot, bien qu'il ignore totalement qu'elle est en réalité humaine. Ensuite, nous en apprenons davantage sur Marie, la jeune femme engagée pour protéger Arthur et qui, contre toutes les règles, a fini par tomber amoureuse de lui. Incapable de gérer ses sentiments, Marie essaie de s'éloigner discrètement, telle une ombre silencieuse, mais finit par briser un vase d'une grande valeur sentimentale pour le garçon. Cependant, Arthur ne s'en soucie pas. Pour lui, ce qui compte désormais, c'est Marie. Un homme la réprimande, lui disant qu'elle commet trop d'erreurs et que si elle continue ainsi, elle sera renvoyée à l'usine, ce qui, pour elle, équivaut à la mort. Terrifiée par cette idée, Marie redoute de perdre Arthur pour toujours. Soudain, une autre Marie apparaît, une version mise à jour, avec des pièces remplacées, mais conservant toutes les données originales. Irritée, elle promet que si elle revoit ce garçon, elle le réduira en morceaux. Cependant, en remarquant le regard troublé de l'autre, elle comprend que Marie est amoureuse et, au fond, lui promet de l'aider si nécessaire. Insécure, Marie demande ce qu'elle doit faire, puis décide de faire des recherches sur les émotions humaines sur Internet. Les deux entrent dans la chambre d'Arthur. Marie porte des lunettes de soleil, tandis que l'autre joue le rôle du soutien technique. Le garçon n'aime pas son apparence et lui demande de retirer immédiatement les lunettes. Au moment où il s'apprête à l'embrasser, l'autre Marie surgit et l'arrête, expliquant que s'il retire les lunettes pendant qu'elle est dans ce mode, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Arthur s'excuse, un peu embarrassé. Puis il lui demande s'il peut se reposer sur ses genoux. Mais Marie, complètement submergée par la timidité, perd l'équilibre et tombe au sol. Arthur lui demande alors de lui dire qu'elle l'aime. Marie essaie, mais sa gêne est si grande qu'elle peine à prononcer les mots. Autrefois, c'était facile. Mais aujourd'hui, l'amour l'a rendue hésitante. À ce moment-là, Marie II la tire hors de la pièce pour l'aider à se calmer. Dehors, elle lui demande si elle va bien. Et Marie avoue que non. Elle dit qu'avant, tout était simple. Mais maintenant, elle se sent faible. Elle confesse qu'elle aurait préféré ne jamais tomber amoureuse. Marie II, cependant, lui explique que l'amour peut effectivement affaiblir, mais qu'il est aussi ce qui rend quelqu'un fort, c'est la force de vouloir protéger la personne qu'on aime. Même dans la douleur, l'amour n'est pas qu'un désavantage. Encouragée par ces paroles, Marie décide d'aller s'excuser. Mais Arthur parle le premier, reconnaissant qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves depuis l'attaque de l'usine et qu'elle a sûrement trop forcé sur elle-même. Il lui demande pardon et la prend dans ses bras pour l'embrasser. Le moment est doux et romantique, jusqu'à ce qu'un bandit, le même qu'Arthur avait jeté dans les escaliers, apparaisse, armé et furieux, jurant de le tuer.
Avant qu'il ne puisse réagir, Marie se jette sur l'ennemi et le projette par la fenêtre. À cet instant, elle comprend que ce que disait Marie II était vrai. L'amour peut à la fois affaiblir et donner de la force. Avant de tomber, le bandit la raille, disant que son visage est effrayant. Mais Arthur répond sincèrement qu'il trouve son sourire magnifique, le visage rougissant. Marie finit alors par avouer qu'elle l'aime, elle aussi, maladroitement. Arthur quitte la pièce, réalisant qu'il tombe de plus en plus amoureux d'elle. Il se demande ce que ce serait d'épouser un robot, et imagine que, si cela arrivait, la nouvelle ferait la une de tous les journaux. Encore troublé, il appelle Marie II, lui demandant de s'approcher. Au fil des jours, Arthur commence à planifier toutes ses réunions avec Marie II, ce qui laisse Marie confuse et inquiète après avoir surpris une conversation suspecte. Peu à peu, Marie commence à croire qu'Arthur entretient une liaison avec sa nouvelle assistante, une idée que Roy et Charlotte semblent approuver. Les jours suivants, Arthur essaie de lui parler, mais Marie l'évite sans cesse, lui disant de demander de l'aide à Marie II ou de sortir avec elle, puisqu'il semble la préférer. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Marie insiste pour qu'il y aille avec l'autre. Ne comprenant pas la raison de sa froideur, Arthur se contente de dire qu'il est épuisé par le travail du conseil et qu'au retour, il aimerait aller regarder le coucher du soleil au parc. Insécure, Marie pense qu'il veut admirer le coucher du soleil avec Marie II et décide de ne pas s'interposer. Arthur est surpris par son comportement étrange, tandis que Marie sent sa propre bouche parler malgré elle, prononçant des mots qu'elle ne voulait pas dire. À leur arrivée, ils croisent Noah, entouré d'admiratrices, qui remarquent le regard lointain de Marie. Il lui demande ce qui ne va pas et la jeune fille finit par se confier. Elle explique qu'elle devient jalouse sans raison dès que quelqu'un s'approche d'Arthur. Noah lui répond que c'est normal, que cela fait partie de l'amour, et plaisante en disant que, si elle veut régler le problème, elle n'a qu'à éliminer tous ceux qui s'approchent de lui. Marie le réprimande, trouvant l'idée absurde, puis s'éloigne avant qu'il ne voie sa gêne. La scène suivante la montre en train d'attendre Arthur, jusqu'à ce que le chauffeur lui annonce qu'il est parti voir le coucher du soleil seul. Désespérée, Marie se sent coupable d'avoir laissé la jalousie envahir son cœur. Elle court à sa rencontre, déterminée à lui présenter ses excuses. En chemin, elle comprend qu'elle a eu tort de douter d'Arthur et de Marie II. Lorsqu'elle arrive, elle voit un bandit prêt à l'attaquer et s'interpose aussitôt, le sauvant, avant que Marie II n'abatte les autres ennemis avec précision grâce à ses missiles. Après la bataille, Marie II se retire, laissant seuls Arthur et Marie. Arthur explique que la nouvelle version a reçu plusieurs mises à jour et que suivre les conseils de Charlotte s'est révélé essentiel. Marie s'excuse pour sa froideur et avoue qu'elle était jalouse de Marie II, effrayée à l'idée de le perdre. Gênée, Arthur lui répond qu'elle restera toujours sa numéro 1, peu importe combien d'autres robots existeront. Personne ne prendra jamais sa place. Il lui promet de la traiter toujours d'une manière spéciale, pour toujours. Le lendemain matin, le chauffeur d'Arthur arriva en retard, 10 minutes de retard. Marie en conclut aussitôt que cette fois, l'homme était un homme mort. Mais à sa grande surprise, Arthur lui dit simplement de monter, et ils prirent la route sans un mot de reproche. Dans la voiture, Marie se demanda pourquoi il ne semblait pas en colère. Elle fut d'autant plus stupéfaite lorsque le chauffeur lui souhaita un joyeux anniversaire. Comment avait-elle pu ignorer un jour aussi important pour celui qu'elle aimait en secret ? Arthur, pourtant, déclara que sur les 365 jours de l'année, c'était celui qu'il détestait le plus. Ce jour offrait aux gens un prétexte pour lui envoyer des cadeaux truffés de lames ou d'explosifs. Ses repas d'anniversaire étaient toujours empoisonnés et ses fêtes annulées à cause de menaces de bombes. En plus, cette date lui rappelait des souvenirs qu'il préférait enfouir à jamais. Le seul souvenir agréable qu'il en gardait remontait à l'année où son père l'avait officiellement adopté. Ce jour-là, malgré son emploi du temps chargé, il avait pris le temps de partager un gâteau d'anniversaire avec lui. De son côté, avant que la misère ne s'abatte sur elle, Marie recevait elle aussi chaque année un gâteau, ce qui la rendait si heureuse. Alors, elle se promit de lui en préparer un dès leur retour au manoir. Après tout, un anniversaire devait être un moment de joie. En arrivant à l'école, toutes les filles se précipitèrent vers Arthur en lui tendant leurs cadeaux. Marie ramassa les présents pendant qu'Arthur s'excusait poliment, expliquant qu'il n'acceptait pas de cadeaux de ses camarades. Puis, il demanda à Marie de l'aider à les leur rendre.
ce qui ne fit que la mettre dans une position très inconfortable vis-à-vis des filles. Peu après, ces dernières l'invitèrent à rejoindre le club des admiratrices d'Arthur, aussi connu sous le nom de Société des filles, qui veulent qu'Arthur les regarde comme s'il les méprisait. Oui, quelque chose n'allait clairement pas chez ces filles. Arthur, lui, était un vrai misanthrope. Chaque fois qu'on lui adressait un simple « bonjour », il répondait par un sourire maladroit, juste par politesse. Et le fait qu'elle croie qu'il les considérait comme des nuisances les faisait littéralement saigner du nez d'excitation. Cela dit, elles confièrent finalement tous leurs cadeaux à Marie, espérant qu'elle les remettrait à Arthur. Mais, fidèle à elle-même, Marie préféra d'abord lui demander son avis. Elle osa ensuite demander aux filles si cela voulait dire qu'elles allaient devenir amies. L'idée la réjouissait, car elle aimait, elle aussi, Arthur. Mais la situation prit rapidement une tournure désastreuse. Les filles reprirent aussitôt leurs cadeaux et lui firent comprendre que tomber amoureuse d'Arthur était un crime impardonnable au sein du club. Selon elles, Arthur était bien trop merveilleux et il serait présomptueux pour quiconque d'oser l'aimer. Ainsi, les filles ordonnèrent à Marie d'abandonner. Mais celle-ci, confuse et un peu révoltée, leur demanda ce qu'il y avait de mal à tomber amoureuse. Sa question fit enrager le groupe, qui se lança à sa poursuite dans les couloirs. Tout en courant, Marie se demanda si aimer Arthur pouvait vraiment être une faute. C'est alors que les filles s'arrêtèrent net, figées par la scène devant elles. Arthur tenait Marie dans ses bras, le visage de celle-ci rougi par l'embarras. D'un ton glacial, Arthur lança aux filles qu'elles risquaient de se blesser si elles continuaient à jouer de cette façon. Elles s'excusèrent aussitôt et disparurent en courant. Arthur demanda ensuite à Marie ce qu'il s'était passé. Rougissante, elle répondit qu'elle jouait simplement à un jeu de chat perché. Avant de partir, il l'informa qu'il devait rester tard à l'école à cause du conseil des élèves et lui demanda de rentrer sans lui. De retour au manoir, Marie se mit aussitôt à préparer un gâteau d'anniversaire. Elle pensait que s'il contenait beaucoup de bonnes choses, il serait forcément délicieux. Mais alors qu'elle était en pleine préparation, elle sursauta en voyant Noah surgir de nulle part. Par réflexe, elle brandit son couteau vers lui, qu'il attrapa d'un geste rapide avant de la désarmer. Marie tente tout de même une nouvelle attaque, déterminée à le chasser. Noah, impassible, lui rappela qu'il avait pris une pause dans ses activités de tueur à gages et qu'il n'avait aucune intention de nuire à Arthur. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait là, il la serra dans ses bras sans son consentement et répondit avec un sourire qu'il venait pour le gâteau. Marie refusa catégoriquement de lui en donner une miette et tenta de le repousser tout en continuant sa patte. Amusé, Noah lui prodigua quelques conseils, expliquant qu'un gâteau pouvait être un excellent moyen d'introduire discrètement une substance étrangère dans le corps d'une cible. À cet instant précis, le four explosa. Marie sortit le gâteau carbonisé et soupçonna aussitôt Noah d'y être pour quelque chose. Mais il s'était déjà éclipsé, non sans lui lancer qu'elle était simplement mauvaise pâtissière. Il ajouta qu'il renonçait à lui voler le gâteau, vu son apparence désastreuse, et lui souhaita bonne chance avec son « amour condamné ». En s'éloignant, Noah songea qu'il faudrait vraiment renforcer la sécurité du manoir avant de conclure qu'il repasserait peut-être pour revoir Marie dans son uniforme de domestique. Pendant ce temps, la Marie humaine contemplait le désastre culinaire qu'elle venait de créer. Le gâteau, bien qu'enveloppé joliment, était bien loin de ce qu'elle avait imaginé. Malheureusement, en voulant le déplacer, elle trébucha et le fit tomber. Résignée, elle dit simplement à son robot domestique d'oublier le gâteau et de se concentrer sur l'augmentation des rondes de surveillance. Restée seule, Marie fixa les restes écrasés de son gâteau, le cœur lourd. Elle comprit qu'elle ne pourrait jamais l'offrir à Arthur. En repensant aux paroles du groupe de musique et à celles de Noah, elle se demanda si Arthur accepterait seulement un gâteau venant d'elle. Au fond, elle savait qu'il méritait mieux que cet essai raté. Et si c'était seulement pour se ridiculiser, alors peut-être valait-il mieux ne rien. À ce moment-là, Arthur rentra chez lui et elle l'accueillit. Il expliqua qu'il avait passé une journée épuisante à l'école. À force d'éviter les cadeaux de tout le monde, il souhaitait pouvoir accepter la bonne volonté des gens sans méfiance, mais après tout ce qu'il avait traversé, il ne pouvait plus se résoudre à leur faire confiance. Au final, ce n'était une bonne journée pour personne,
et c'est pour cela qu'il détestait autant son anniversaire. Marie ne voulait pas qu'Arthur déteste cette journée, alors elle lui offrit le gâteau. Arthur l'accepta, affirmant qu'il n'avait plus à se sentir triste chaque année à son anniversaire, car maintenant il avait Marie, et elle se promit d'être toujours là pour lui. Après avoir pris une bouchée du gâteau, il essaya de cacher son dégoût. Apparemment, Marie avait confondu le sel et le sucre. Ne voulant pas blesser ses sentiments, Arthur dit que c'était bon, puis mentionna qu'il y avait quelque chose qu'il voulait qu'elle fasse pour lui depuis un moment déjà. Le soir, il lui fit changer de tenue pour quelque chose de plus décontracté, tandis qu'il s'habillait en majordome. Ils se regardèrent, admirant à quel point ils étaient tous les deux magnifiques. Il l'aidait à coiffer ses cheveux, ce qu'il faisait étonnamment bien. Il cueillait aussi des fleurs pour Marie et, pour le dîner, lui servait des piles. Ensuite, elle se couchait sur ses genoux pendant qu'il caressait ses cheveux. Marie se sentait très embarrassée. Arthur faisait tous ces gestes attentionnés pour elle, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait si partagée. Quelqu'un frappa à la porte, disant qu'il avait apporté une pile de cadeaux pour Arthur. Cela n'avait pas de sens, car il avait laissé des instructions pour que toutes les livraisons soient bien déposées à l'extérieur. En s'approchant de la porte, un assassin fit irruption dans la pièce avec un couteau, et ce fut le signal de Marie pour intervenir. Mais, étonnamment, Arthur frappa l'assassin avec son taser. Après le dernier incident, il avait amélioré son appareil pour qu'il soit assez puissant pour neutraliser quelqu'un en un seul choc. Normalement, c'était le rôle de Marie. Quand un deuxième assassin arriva, elle lui demanda de patienter un instant, puis elle se précipita pour enfiler sa tenue de servante et revint pour neutraliser l'assassin. Maintenant, elle comprenait pourquoi elle se sentait si déchirée. Plutôt que d'être protégée, elle voulait être celle qui protégeait Arthur. Elle le soulevait dans ses bras, mentionnant qu'il avait probablement affronté des dizaines d'assassins avant son arrivée. Mais c'était parce qu'il pouvait tenir debout par lui-même qu'elle voulait le protéger. Marie demanda s'il était dérangé par le fait qu'elle le protège, mais il adorait ça. Le lendemain à l'école, on informa Marie qu'Arthur s'était effondré et qu'il demandait après elle. Alors elle se précipita, inquiète d'avoir échoué à le protéger, pour finir capturée par le club des amoureux de robots. Il soupçonnait qu'elle était un robot développé par la société Zeitz et voulait la démonter pour l'étudier. Cependant, aucun d'entre eux n'avait jamais déshabillé une fille auparavant, et cette pensée pesait sur leur conscience. Ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Marie leur expliqua qu'elle avait des systèmes anti-gravité dans ses pieds et qu'elle pouvait planer à 3 mm du sol. Mais pour leur montrer, elle devait être détachée. Lorsque la ceinture se défit, elle commença à sauter sur une jambe, et les garçons firent remarquer que ça ressemblait juste à des sauts ordinaires. Elle répondit alors que les robots mentent parfois. Marie écartait certains des garçons de son chemin, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, les autres la firent tomber au sol. Avant qu'ils ne commencent à la démonter, Arthur entra, montrant le GPS qu'il utilisait pour suivre Marie. Un des amoureux de robots derrière la porte tenta une attaque sournoise, mais Arthur le mit KO d'un seul coup. Il ne permettrait à personne d'avoir Marie, sauf lui. Elle voulait le protéger, mais il finit encore par la sauver. Soudain, Marie remarqua que quelque chose n'allait pas avec ses sous-vêtements. Elle ne pouvait pas laisser Arthur la voir dans un état aussi honteux. Quand il tapota son épaule, son cœur s'emballa tandis que son esprit cherchait une solution rapide. Bien qu'elle fît semblant d'avoir perdu la mémoire, Arthur ramena la question à Roy au manoir, et Roy dit qu'il s'occuperait de son entretien pendant la nuit. Mais Arthur était déterminé à résoudre cela lui-même. Il expliqua à Marie qu'il existait 7 préceptes de flirt qu'il suivait normalement chaque jour. Avec l'air si désespéré qu'il avait, elle décida de jouer le jeu et de lui dire plus tard qu'elle se souvenait. Le premier était le câlin du matin, suivi du fait de se tenir la main en allant et revenant de l'école, les doigts entrelacés. Le troisième était le « dites à » en se nourrissant mutuellement. Le quatrième consistait à se regarder dans les yeux. Le cinquième, le coussin sur les genoux, suivi du sixième, la caresse sur la tête. Et pour le dernier, Arthur tenait son visage en lui demandant de fermer les yeux. Marie supposa qu'il s'agissait d'un baiser. Mais lorsqu'elle ferma les yeux puis les rouvrit, rien ne se produisit. Arthur avait l'air désemparé, concluant que Marie avait vraiment perdu tous ses souvenirs de lui. Elle lui fit alors savoir qu'elle se souvenait, expliquant qu'elle avait découvert le mode petit ami dans son programme principal après être entrée en contact avec lui. Ensuite, elle localisa
et restaura ses données à son sujet, et lui rappela qu'il n'avait jamais conclu d'accord formel sur le flirt. Elle le réprimanda pour avoir dit qu'il détestait les mensonges, alors qu'il en avait pourtant dit aujourd'hui. Ils rentrèrent tous les deux chez eux, en pensant que si seulement cet accord avait été réel, ils auraient pu rentrer main dans la main. Quelques jours plus tard, l'école d'Arthur et Marie sombre dans l'agitation. Un grand tournoi sportif va les opposer à leur rival de toujours, le prestigieux lycée Perennial High. L'enjeu est énorme. L'école perdante devra fusionner avec la gagnante et changer de nom. La pression est d'autant plus forte pour Arthur, puisque l'établissement représente l'héritage de son père Marie, décide alors qu'elle l'aidera à gagner coûte que coûte. Pendant qu'elle participe aux préparatifs, un garçon mignon de Perennial High s'approche d'elle. Il se présente sous le nom de Daryl et prétend être le meilleur ami d'Arthur, ce que Marie trouve extrêmement louche, jusqu'à ce que les filles du fan club d'Arthur passent en sautillant et le confirment avec des yeux étoilés. Marie reste méfiante, mais lorsque Daryl mentionne d'un ton désinvolte qu'Arthur déteste les poivrons verts, elle le croit immédiatement. Elle lui révèle qu'Arthur participera à 2 épreuves, mais avant qu'elle puisse en dire davantage, il la remercie et disparaît. Peu après, Marie se fait percuter par une énorme boule de démolition, projetée, bien sûr, par Amy, membre du fan club d'Arthur, et elle se dépêche de rejoindre le terrain pour assister à l'épreuve d'équitation où un Arthur resplendissant doit concourir à son arrivée. Elle trouve les filles du fan club portant de fausses oreilles de cheval, proclamant fièrement qu'elles espèrent qu'Arthur les confondra avec un cheval et montera sur elles. Marie fait mine de ne rien entendre en repérant Roy, Marie aussi, ainsi que la tante et l'oncle d'Arthur, Carl et Charlotte, qui l'encouragent bruyamment depuis les gradins. La course commence, et Arthur franchit les obstacles avec une grâce impeccable, d'un sang-froid renversant. Marie, comme tout le public, est à 2 doigts de s'évanouir d'admiration, jusqu'à ce qu'une silhouette suspecte dans la foule tire de minuscules billes métalliques sur le cheval d'Arthur. L'animal trébuche, Arthur est projeté au sol, et toute l'assistance retient son souffle. Marie, elle, balaie la foule du regard et verrouille la cible tel un drone Terminator Arthur, se relève cependant avec un sourire et rassure tout le monde. Il va bien. Après avoir confié son cheval pour vérifier ses blessures, il se rend en coulisses en boitant, puis s'effondre de déception. Marie accourt pour le réconforter, et il lui montre la bille métallique en lui révélant que Daryl est responsable du sabotage. La mâchoire de Marie se décroche. Elle croyait que Daryl était le tendre ami d'enfance d'Arthur, hésite à évoquer le passé. Mais Marie lui prend les mains et lui assure qu'il peut tout lui dire, même si elle est, techniquement, faite d'acier. Après un long moment d'hésitation, Arthur finit par révéler qu'il a rencontré Daryl à l'école primaire et que, tout comme lui, Daryl était également un enfant illégitime à cette époque. Arthur était victime d'intimidation et n'avait aucun ami. Mais il ne disait rien à personne, de peur de décevoir son père. Un jour, pendant le cours d'art plastique, Daryl s'était approché de lui en affirmant qu'il était lui aussi harcelé, et lui avait proposé de devenir son ami Arthur, naïf et en manque d'attention, l'avait cru. Ainsi avait commencé leur amitié. Mais un jour, juste avant une importante représentation musicale, la partition d'Arthur disparaît mystérieusement, le plongeant dans une profonde nervosité. Daryl lui offre alors une boisson pour l'aider à se détendre. Cependant, dès qu'il monte sur scène, Arthur s'effondre devant le piano. Ruinant tout le spectacle, Daryl vient le consoler et lui assure qu'il a simplement perdu connaissance à cause de la fatigue. Arthur, une fois de plus, le croit. Mais un jour, alors qu'il se précipite pour offrir un cadeau à Daryl, Arthur découvre brutalement que ce dernier l'a toujours détesté. Pire encore, Daryl était le véritable cerveau derrière toute la machination. Cette révélation brise totalement Arthur. Après avoir entendu la vérité, le visage de Marie s'assombrit et elle part furieuse, déchaînant sa colère sur un arbre avant de jurer d'aider Arthur à se venger. Pour cela, elle décide de prendre sa place lors de la dernière épreuve, la bataille des portées, Piggyback Battle. Mais un problème se pose. Elle doit former une équipe. Alors qu'elle réfléchit, elle entend soudain une voix familière et inquiétante. Noah l'invite à s'associer avec lui. Elle le refuse immédiatement, tandis qu'ils se rendent dans un coin isolé, où elle découvre Marie aussi, la robot, en train d'écraser les garçons de Perennial High, responsables du sabotage de la course d'Arthur.
On apprend alors que Noah s'était allié avec Marie aussi pour attraper les coupables, ce qui pousse Marie à questionner la robot sur sa résolution précédente de transformer Noah en steak haché. Marie raconte ensuite à Noah la querelle entre Arthur et Daryl, ainsi que sa détermination à faire payer ce dernier. Finalement, elle accepte de former une équipe avec Noah et quelques garçons du club scolaire. Les filles du fan club d'Arthur, les Luli, forment aussi leur propre équipe pour défendre le nom de leur école. Daryl, arrogant, nargue Marie en se moquant de la blessure d'Arthur. Elle l'ignore d'un regard glacial et lui promet qu'elle gagnera ce match. La bataille commence et les Luli éliminent rapidement plusieurs adversaires avec un enthousiasme terrifiant. Mais Daryl et son équipe sont puissants et parviennent à renverser presque tous les membres de Kalmia High, sauf l'équipe de Marie. Heureusement, Marie abat l'un des 2 derniers adversaires restants, ne laissant plus que Daryl et son équipe pour l'affrontement final. Voyant la situation tourner au désastre, Daryl et son équipe tirent en cachette des billes métalliques sur l'équipe de Marie, les faisant perdre l'équilibre. Juste avant qu'ils ne touchent le sol, Noah donne à Marie une dernière impulsion, lui permettant d'abattre à elle seule Daryl et sa bande de harceleurs. En voyant l'expression de Marie, Daryl panique, comprenant qu'elle a peut-être découvert toutes ses tromperies, et il tente une dernière fois de la manipuler. Mais Marie, furieuse, le traite de menteur et démantèle entièrement son équipe, remportant ainsi la finale. En apprenant qu'Arthur ne pourra plus jamais faire confiance aux autres, Daryl jubile intérieurement, persuadé qu'Arthur ne ferait jamais un bon successeur. Marie tente de le frapper, mais Arthur la devance d'un seul coup de poing, choquant toute l'assemblée qui croyait encore qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Grâce à ce coup, tout le lycée comprend enfin qu'Arthur et Daryl n'ont jamais été de vrais amis. Arthur déclare fermement que Daryl a triché, tandis que Maritou amène les coupables pour tout avouer. Daryl essaie de nier, mais reste sans voix lorsqu'Arthur présente des preuves remontant jusqu'à leur enfance à l'école primaire. Pour la toute première fois, Arthur se dresse contre ses harceleurs, et Daryl manque de s'évanouir en réalisant que le petit Arthur fragile d'autrefois n'existe plus. Celui qui se tient devant lui aujourd'hui est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas provoquer. Après avoir intimidé Daryl, Arthur vérifie que Marie va bien. Elle exprime sa joie de le voir enfin capable de se défendre. Mais Arthur lui répond tendrement que sa force vient d'elle. Marie rougit en secret en l'entendant la remercier pour avoir toujours été à ses côtés. Pendant que les 2 tourtereaux se regardent, Maritou entraîne Daryl au loin pour une séance de hachage de hamburger, bien méritée. Peu après, Arthur remercie ses camarades et les membres de son fan club de l'avoir aidé à remporter la compétition. Et pour la première fois depuis très longtemps, il leur offre un sourire sincère, faisant fondre toutes les filles autour de lui. Quelques jours après toute cette histoire, Roy est surpris de voir Arthur jouer du piano, car cela faisait très longtemps qu'il n'y avait pas touché. Marie, occupée au jardin avec Maritou, est également étonnée d'un tel changement. Et le robot lui révèle que la musique d'Arthur prouve que son état mental est de nouveau chaleureux et vivant. Après les examens du semestre, tout le monde s'excite à l'idée des vacances d'été, sauf Marie, qui a lamentablement échoué. Le professeur lui annonce qu'elle devra passer un examen de rattrapage dans 2 jours. Plus tard, Arthur lui arrache sa copie des mains et, comme un idiot certifié, en conclut que les geeks des robots ont dû effacer sa capacité scolaire. Il s'inquiète, car l'examen de rattrapage est réputé difficile, et ceux qui échouent sont immédiatement expulsés. Arthur lui propose d'aller demander à Roy de réinstaller ses données académiques, mais elle lui explique que l'installation prendrait 1 semaine. Coincé, Arthur décide finalement de la tutoriser et lui demande de le rejoindre à la bibliothèque pour une séance d'études. En chemin, Marie tombe sur Noah et reste choquée d'apprendre qu'il est déjà au courant de sa situation, grâce au professeur qui parle trop fort. Il lui propose alors de l'aider à réviser, mais à sa grande stupeur, elle l'attrape par le col et lui demande de lui révéler les pièges d'assassins qu'il a sûrement préparés contre Arthur dans la bibliothèque. Noah insiste qu'il n'a rien prévu contre Arthur, même s'il admet que l'expulsion de Marie faciliterait beaucoup son plan pour se débarrasser de lui. Pendant qu'ils se chamaillent, Arthur et quelques élèves arrivent, essoufflés, car la scène donne l'impression que Marie est en train de déshabiller Noah. Marie, parfaitement calme, affirme qu'elle lui montrait juste une tâche, et Arthur la croit immédiatement. Noah demande alors à rejoindre la séance de tutorat, et malgré sa contrariété, Arthur accepte à contre-cœur.
À la surprise générale, Noah s'éloigne tranquillement en tenant Marie par les épaules. À l'intérieur de la bibliothèque, Arthur commence à expliquer la leçon, mais Marie n'arrive pas à se concentrer à cause de leur proximité. Comme s'il remarquait son malaise, Noah lui propose de lui montrer les points importants de l'examen qu'il a préparé. Mais à sa grande surprise, il sort le dossier concernant son passé. Noah s'excuse en plaisantant, alors que Marie sait très bien qu'il ne fait que la taquiner. Elle remarque Arthur qui les observe d'un air suspicieux et se dépêche de lui dire que Noah ne faisait que s'amuser. Noah continue de la provoquer en tendant une feuille à Arthur. Mais avant qu'il ne puisse la prendre, Marie bondit telle une ninja et l'arrache, pour découvrir, folle de rage, que ce n'était qu'une feuille blanche. Peu après, Noah réapparaît et invite Marie à aller voir un livre. Elle hésite, mais finit par accepter, puisqu'il pourrait bien l'aider à réussir. Alors qu'elle s'apprête à partir, Arthur la plaque soudain contre une étagère, comme s'il voulait lui dire quelque chose, mais ses nerfs le lâchent et il la relâche aussitôt. Pendant que Marie va ranger quelques livres, Arthur remercie Noah de l'aider à étudier. Fier de lui, Noah prétend connaître Marie mieux que quiconque. Arthur fulmine, affirmant que c'est impossible puisqu'il est toujours à ses côtés. Noah se penche vers lui et lui propose de lui révéler les secrets de Marie, ce qui ne fait qu'aggraver la colère d'Arthur. Marie revient et trouve les deux garçons plongés dans un duel de regards mortels. Elle tente de détendre l'atmosphère, mais trébuche. Avant même de toucher le sol, Noah et Arthur la rattrapent chacun par un bras. Plus tard dans la soirée, Roy et Maritou grillent Marie à leur tour, la forçant à étudier sans relâche. Après l'examen, Marie n'obtient qu'un minable D, mais elle sort du bureau en courant, heureuse. Au moins, elle peut rester avec Arthur. Arthur la rejoint aussitôt, impatient de savoir si elle a réussi. Soulagé lorsqu'elle lui annonce la bonne nouvelle, il la serre dans ses bras, regrettant de ne pas être celui qui l'a aidé à réviser. Marie réalise alors qu'Arthur est jaloux de Noah. Après une brève étreinte, Arthur raconte à Marie, tout excité, son projet de vacances sur une île. La semaine suivante, Arthur et le groupe partent en vacances d'été sur une île en compagnie de sa tante Charlotte et de son mari Karl. Noah s'incruste et dit à Marie qu'elle ne pourra jamais se débarrasser de lui. Il invite même le fan club d'Arthur pour que l'ambiance soit plus animée. Roy prévient Marie de rester sur ses gardes. Arthur, lui, s'agace en voyant Isabelle, la fille de Charlotte et Karl, courir vers lui, mais Karl la récupère juste à temps et l'emmène de l'autre côté de l'île. Pendant ce temps, Maynard, présent sur l'île, prépare encore un de ses coups tordus. Il active un robot géant et l'envoie poursuivre Arthur. Roy, stupéfait, reconnaît le robot. Il avait été développé en même temps que Maritou. Il se demande pourquoi un tel modèle se trouve ici, et Maritou lui explique que Maynard est derrière tout ça. Maynard avoue fièrement avoir volé le robot à l'entreprise, ce qui fait comprendre à Roy que la sécurité doit être lamentable si quelqu'un comme Maynard peut sortir avec un robot géant. Le robot ravage la forêt en direction d'Arthur et de Marie. Sur ordre de Roy, Maritou s'élance dans les airs, attrape le robot, le fait tourner plusieurs fois et l'écrase au sol. Puis, suivant les instructions de Roy, Marie attrape Arthur et s'enfuit. Le robot se rétablit rapidement et frappe Maritou, endommageant sa propulsion, mais elle continue tout de même à se battre. Pendant ce temps, Arthur et Marie se réfugient dans une grotte et Maritou projette le robot géant à l'entrée pour les protéger. Ils ressortent par une autre ouverture juste avant que la grotte ne s'effondre, coupant tout accès vers la plage. Le duo rougit en réalisant qu'ils se retrouvent seuls. L'estomac de Marie gargouille, et Arthur, en l'entendant, se convainc qu'il s'agit simplement d'un signal de faible énergie. Marie lui dit qu'ils doivent chercher de la nourriture, mais Arthur, fier de lui, sort une poignée de piles pour qu'elle puisse se recharger. Marie aspire l'énergie des batteries tout en grimpant à un cocotier pour nourrir Arthur. Arthur s'inquiète cependant, ne sachant pas comment ouvrir la noix de coco, mais Marie la tranche d'un geste rapide, le laissant stupéfait. Ils s'enfoncent ensuite dans la forêt pour chercher fruits et légumes, et Marie cueille une plante sauvage qui lui rappelle les jours heureux passés avec ses parents. Tout allait bien lorsqu'ils étaient encore en vie, mais après la mort de son père dans un accident, sa mère trouva rapidement un autre homme et ne rentrait presque plus. Livrée à elle-même, Marie survécut en mangeant n'importe quel déchet qu'elle pouvait trouver. Elle montre à Arthur l'herbe qu'elle tient, expliquant qu'elle en cueillait souvent à l'époque. Arthur, étonné, l'interroge
et elle prétend aussitôt avoir été une tondeuse à gazon, espérant qu'il arrête de creuser. Arthur, en silence, se demande si Marie est livrée avec un manuel, tant il aimerait en savoir plus sur elle. Marie finit par s'éloigner en direction de la mer et Arthur se précipite, croyant qu'elle veut pêcher pour lui. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, lui rappelant que l'eau est dangereuse pour les robots. En réalité, Marie s'était simplement laissée emporter par ses pensées en repensant à sa vie auprès d'Arthur, et elle lui assure qu'elle va bien tant que sa tête reste au sec. Comme pour la contredire, la pluie commence soudain à tomber, et Arthur utilise sa chemise pour la protéger tandis qu'il court se mettre à l'abri. L'espace étroit les force à rester très proches, ce qui embarrasse Marie. Puis, Arthur la prend brusquement dans ses bras, torse nu, et s'excuse d'avoir gâché leurs vacances, avouant qu'il n'a jamais vraiment invité sa tante et son oncle. Marie recule et lui dit que ce n'est pas de sa faute. Il finit alors par admettre qu'il l'aime, et bien qu'elle prétende que les robots ne peuvent pas comprendre l'amour, Marie brûle d'envie de lui révéler la vie. Ils sont sur le point d'échanger un baiser sous l'élan du moment, mais Marie II les interrompt brusquement. Tel un drone, Marie II les transporte jusqu'aux autres, et tout le monde pousse un soupir de soulagement en voyant Arthur sain et sauf Ménard, qui boude comme un mauvais perdant. Noah rejette l'échec du robot sur son opérateur pathétique. Arthur, lui, est simplement heureux de pouvoir rentrer chez lui, tandis que Marie souhaite en silence qu'il puisse rester un peu plus longtemps sur l'île. Lorsque les vacances d'été prennent fin, le festival d'automne des feux d'artifice approche et les élèves l'attendent avec impatience. Marie demande à Arthur s'il compte y aller, mais il ne peut pas à cause de ses obligations au conseil des élèves. En secret, il aimerait regarder les feux d'artifice avec elle. Pourtant, après son quasi-aveu de l'été, il se sent partagé. En le voyant partir, elle aussi regrette qu'ils ne puissent pas admirer les feux ensemble. En observant les filles du fan-club rire joyeusement, Marie se sent seule, car elle n'a aucune amie. Pendant que les filles rêvent de leurs souvenirs d'été avec Arthur, Marie se cache, souhaitant pouvoir profiter du festival à leur côté. Elle décide finalement de faire preuve de courage et d'essayer de se lier d'amitié avec elle. Elle apporte même des cookies brûlés comme offrande. Dans son imagination, elle s'avance vers elle, leur tend les cookies, et les filles les acceptent avec chaleur. Mais une fois son joli scénario mental terminé, Marie perd confiance et recommence à s'entraîner. Soudain, Noah apparaît et lui propose d'être son ami. Il attrape un de ses cookies brûlés, manque de s'étouffer et déclare qu'ils sont plus puissants que du poison. Il la prévient que tenter de se lier d'amitié avec les filles du fan-club est inutile. Ce sont des gamines riches et gâtées et elle ne fera jamais partie de leur monde. Mais Marie lui répond qu'elle s'entraîne déjà à adopter le mode de vie d'une fille. Plus tard, Marie s'approche des filles du fan-club, vêtue de sa tenue de jeune aristocrate, et se présente à nouveau comme une riche débutante. Elle prétend même que ses passe-temps incluent soulever des chevaux et des pianos. En remarquant qu'elle joue au thé, Marie ajoute discrètement de la poudre protéinée. Les filles se fâchent, la traitent d'imposteuse et la chassent immédiatement. Noah, qui s'attendait à ce résultat, l'attend calmement à l'extérieur. Il lui demande si elle est prête à abandonner, mais Marie refuse catégoriquement. Elle écrit alors une lettre d'excuse à la présidente du club, Bridget. Elle explique à Noah qu'elle a glissé la lettre dans le casier de Bridget, accompagnée d'un petit cadeau. Lorsque Bridget découvre la lettre, Marie et Noah se cachent pour observer. Les filles du fan club s'excitent, croyant qu'il s'agit d'une lettre d'amour, mais dès que Bridget l'ouvre, elle se met à éternuer de façon incontrôlable. Le cadeau de Marie est un trèfle à 4 feuilles et Bridget y est extrêmement allergique. Convaincue que Marie se moque d'elle, elle explose de colère. Plus tard dans la journée, leur professeure principale est furieuse. Quelqu'un a détruit son vase préféré. Elle annonce que le coupable devra rester après les cours pour nettoyer et que personne ne quittera la salle. Toute la classe risque donc de manquer les feux d'artifice, ce qui choque tout le monde. Noah prévoit de se dénoncer malgré son innocence, mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Marie le devance et s'accuse à sa place. Après la classe, Noah lui demande si elle a abandonné l'idée de se faire des amis, et Marie répond que oui. Elle voulait simplement des camarades pour regarder les feux avec elle, mais comme elle a échoué, elle ne voulait pas gâcher la soirée de toute la classe. Pendant ce temps, les véritables coupables traînent devant la salle, se vantant et traitant Marie d'idiote pour avoir pris leur faute. Noah les surprend, et les garçons le menacent de se taire. Le garçon au nez refait se jette sur lui,
Mais Noah esquive et lui assène un coup au visage, affirmant qu'il s'agit de légitime défense. Après l'avoir mis à terre, Noah leur lance un avertissement glacial, qu'ils ne s'avisent plus jamais de harceler Marie. Plus tard, les fauteurs de troubles reviennent en classe, nettoient et avouent leur faute d'une manière théâtrale, presque chantée. Quand les élèves se rassemblent enfin pour les feux d'artifice, Marie se prépare à tenter de se faire des amis une nouvelle fois. Noah lui donne quelques conseils, puis la pousse doucement vers l'avant. Marie décide d'être elle-même et jette la perruque de fausse héritière. Elle demande alors aux filles du fan-club si elles accepteraient d'être ses amies, mais Bridget refuse sèchement. Elle affirme qu'elles ne pourront jamais être amies, ce qui blesse Marie, même si elle tente de ne rien laisser paraître. Puis Bridget explique qu'elle respecte les sentiments de Marie pour Arthur. Même si elles ne peuvent pas être amies, elles peuvent quand même regarder les feux d'artifice ensemble, en tant que rivales amoureuses. Touchée, Marie écoute Bridget se présenter officiellement. Les autres filles lui révèlent qu'elles savaient qu'elle n'était pas responsable du vase cassé et qu'elles ont déjà tout expliqué à la professeure. Marie est profondément émue, mais essaie de rester digne. Elle part en courant pour remercier Noah, mais en voulant repartir, elle trébuche. Noah tend la main pour la rattraper, mais Arthur surgit et l'attrape en premier. Il a finalement décidé d'assister au feu et demande s'il peut se joindre à elle. Bridget accepte avec enthousiasme, tout en s'imaginant déjà des scènes dramatiques à ses côtés. Les feux d'artifice commencent sous les acclamations des élèves. Marie est heureuse, silencieuse. Elle contemple Arthur, tandis que Noah, frappé par sa beauté, la regarde de loin, jusqu'à ce que 2 filles l'interpellent, le forçant à s'éclipser discrètement. Plus tard dans la nuit, Roy annonce à Marie qu'il a effacé tous les souvenirs de son passé. Il lui remet les derniers objets restants et lui demande de les regarder une dernière fois. Après son départ, elle repense aux feux d'artifice et à tout le bonheur qu'elle a ressenti. Marie II avait jadis été sa seule amie, mais à présent, elle a aussi Bridget et les autres, et cela la remplit de joie. Elle se couche, sans remarquer qu'un des articles glisse par la fenêtre et tombe juste devant Arthur. Il le ramasse, stupéfait. Le lendemain matin, tout en servant le petit déjeuner, Marie raconte les feux d'artifice à Marie II. Pendant ce temps, Arthur panique. Il cherche des informations sur Marie, mais ne trouve rien. Tous les liens mentionnés dans l'article qu'il a ramassé mènent à des personnes différentes. Son comportement étrange alerte Roy, qui commence à penser qu'Arthur pourrait connaître le secret de Marie. Roy, Marie et Marie II en discutent, mais finissent par conclure qu'il n'a probablement rien découvert. Il n'a jamais rien remarqué auparavant. Après quelques réflexions supplémentaires, Roy déclare qu'ils se font des idées, et il décide d'ignorer le problème. Arthur décide d'enquêter par lui-même. Persuadé que Marie est humaine, il garde un couteau sur lui au cas où, et la suit discrètement toute la journée. Il la voit attraper des abeilles sans effort et soulever des caisses extrêmement lourdes, ce qui le pousse à douter à nouveau de son humanité. En transportant des cartons, Marie croise les gardes du corps qu'elle avait aidés et leur demande gentiment de bien veiller sur Arthur. Plus tard, Arthur reste bouche bée en la voyant boire directement d'un tonneau d'huile avec Marie II, sans deviner que celui de Marie n'est en réalité rempli que d'eau. Convaincu qu'elle est bel et bien un robot et que quelqu'un a fabriqué l'article, il poursuit son observation. Le soir, alors qu'il joue du piano, Arthur remercie Marie d'être entrée dans sa vie. Grâce à elle, il peut à nouveau jouer. Il ajoute qu'il lui fait confiance, parce qu'un robot ne peut pas mentir. Le visage de Marie s'illumine de bonheur, et lorsqu'il se retourne, Arthur se fige. Son sourire est trop humain. Il lui saisit le bras et sent un léger pouls. C'est suffisant. Marie est humaine. Le regard d'Arthur s'assombrit. Il sort son couteau. Pendant un instant, on croirait qu'il veut lui faire du mal. Mais il le lance derrière elle, transperçant un assassin qui la visait. Quand l'assaillant s'écroule, Arthur tombe à genoux, bouleversé. Marie est humaine. Mais elle l'a toujours soutenu, l'a aidé d'innombrables fois, et n'a jamais quitté son côté. Il l'accepte entièrement et lui demande un câlin. Inquiète, mais sans comprendre, Marie le serre dans ses bras, pensant qu'il est souffrant. Arthur écoute battre son cœur, et soudain, tout ce qu'il ressent pour elle devient clair. Par la suite, Arthur continue d'observer Marie en secret, mais cette fois avec certitude. Elle ne lui veut aucun mal. Un jour, il surprend Marie et Roy paniquant à propos de l'article disparu. Il est attristé d'entendre Roy expliquer que si la vérité éclatait, il enverrait Marie loin d'ici,
Marie accepte silencieusement ce destin, ce qui choque Arthur. Elle dit qu'elle ne veut pas blesser Arthur avec des mensonges comme Daryl l'a fait, et qu'elle partira de son plein gré si Arthur découvre un jour la vérité. Roy avoue lui aussi vouloir dire la vérité à Arthur et s'excuser de l'avoir trahi. Arthur s'éclipse discrètement quand il entend Marie 2 approcher. Marie 2 leur remet l'article perdu. Elle l'a retrouvé dans le jardin. Marie et Roy poussent un énorme soupir de soulagement. En réalité, Arthur l'y avait laissé volontairement. Il ne veut pas perdre Marie. Il l'aime trop pour ça et décide de protéger son secret et de continuer la comédie. Le lendemain, Arthur se sentait extrêmement mal en repensant à toutes les tâches qu'il avait imposées à Marie lorsqu'il la traitait encore comme un simple robot. Un profond sentiment de culpabilité l'écrasait, au point qu'il se demanda même s'il ne risquait pas d'être arrêté pour violation du droit du travail et exploitation humaine. Perdu dans ses pensées, il sursauta brusquement lorsque Marie entra pour le saluer. Son cœur s'emballa en la voyant, et en se tournant, il aperçut aussi Marie et Roy debout derrière elle. Essayant tant bien que mal de rester naturel, il craignait qu'il ne remarque son trouble. Marie, remarquant son comportement étrange, lui demanda s'il ne se sentait toujours pas bien. Sa proximité le fit tressaillir de nouveau, et il se mit à faire les 100 pas dans la pièce, complètement paniqué. Arthur décida alors d'éviter Marie pour le reste de la journée. Il lui expliqua qu'il avait passé la nuit blanche et qu'il était simplement fatigué. Voulant lui remonter le moral, Marie devint encore plus attentionnée. Elle l'invita à s'asseoir sur ses genoux, ce qu'il refusa immédiatement. Le souvenir de toutes les fois où il s'était reposé ainsi le fit se sentir encore plus mal. Arthur tenta de reprendre son calme et quitta la pièce, affirmant qu'il n'était pas d'humeur. Plus tard, alors qu'il essayait de se ressaisir, Marie revint pour lui proposer de manger ses gâteaux brûlés. Quand elle lui tint le visage pour le nourrir comme un bébé, Arthur devint tout rouge. C'était beaucoup trop intime. Presque quelque chose que feraient des amoureux. Il se leva brusquement et lui demanda d'aller s'occuper d'autre chose. Marie annonça qu'elle allait passer en mode nettoyage, et Arthur poussa enfin un soupir de soulagement. Mais à peine eut-il tourné les talons que Marie bondit dans l'action. Elle élimina en un éclair plusieurs assassins qui tentaient de remplacer les assistants d'Arthur. Une fois le dernier neutralisé, un couteau vola droit vers Arthur. Marie l'attrapa, le fit pivoter dans ses bras et arrêta la lame juste à temps. Arthur resta figé, complètement ébloui par son incroyable maîtrise. Marie tenta ensuite de le porter jusqu'à sa chambre, mais il devint écarlate et lui cria de le reposer immédiatement. Marie, croyant l'avoir contrarié toute la journée, s'excusa avec tristesse. Se sentant encore plus mal, Arthur voulut la rassurer et lui dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait de lui. Mais à peine les mots prononcés, il se figea, horrifié par ce qu'il venait de dire. Un peu plus tard, Marie l'emmena dans le jardin et lui demanda de se détendre. Elle lui expliqua que c'était son endroit préféré, car elle pouvait y contempler la maison qu'elle partageait avec ses amis. Arthur fut profondément touché qu'elle considère sa maison comme la sienne, alors qu'en théorie, elle n'y vivait que pour travailler. Le lendemain, Arthur partit inspecter un parc d'attractions avec Marie et les autres. Il monta en voiture avec Roy et Marie, tandis que Marie numéro 2 avançait à leur côté sous sa forme motorisée. Ils arrivèrent bientôt à Destiny Park, où Carl et Charlotte les accueillirent chaleureusement. À la grande surprise d'Arthur, leur fille turbulente, Isabelle, se trouvait également là. Elle se présenta immédiatement comme la fiancée d'Arthur, ce qui choqua Marie. Arthur démentit aussitôt et expliqua qu'elle était en réalité la fiancée de Ménard. Isabelle, indignée, répliqua qu'elle l'aimait et devait l'épouser. Après s'être disputée avec la gamine, Arthur tenta d'expliquer la situation à Marie. Isabelle se précipita alors pour examiner Marie de près, et Roy lui fit savoir qu'elle était un robot. Isabelle refusa de le croire et affirma que son intuition féminine lui prouvait que Marie était humaine. Arthur, exaspéré, ne voulant pas qu'elle gâche sa vie amoureuse, cria pour qu'elle arrête ses bêtises. Peu après, Marie et Isabelle enfilèrent des costumes d'Halloween. Marie était tellement adorable qu'Arthur sentit son cœur fondre. Lorsqu'ils passèrent au détecteur de métaux, Arthur paniqua, se demandant comment Marie allait s'en sortir. Heureusement, elle traversa avec Marie numéro 2, et Roy expliqua au personnel qu'elles étaient des robots. Toujours suspicieuse,
Isabelle ordonna à Marie d'afficher une carte du parc et de les guider vers les montagnes russes. Marie paniqua, ne sachant absolument pas quoi faire. Alors qu'Isabelle commençait une crise, une carte apparut soudain à ses pieds. Arthur l'avait discrètement poussée vers elle sans que personne ne le remarque. Pendant ce temps, Marie numéro 2 devint aussitôt l'attraction préférée des enfants du parc. Arthur décida d'accompagner Marie et Isabelle et demanda à Roy de laisser Marie numéro 2 continuer à jouer avec les enfants. Ils arrivèrent aux montagnes russes et Isabelle sauta dans un siège en ignorant complètement la file d'attente. Arthur et Marie la suivirent et ils firent plusieurs tours de manège. De leur côté, Carl, Charlotte et Roy observaient Marie numéro 2 s'envoler dans le ciel en riant, des enfants dans les bras. Carl proposa de produire Marie numéro 2 en série pour le parc et demanda à Roy s'il existait un moyen de divertir encore plus d'enfants. Roy sortit alors le gigantesque méca qu'ils avaient utilisé lors de leur voyage sur l'île, prêt à assurer le spectacle. Quelques heures plus tard, Arthur, Marie et Isabelle s'assoient pour se reposer. Arthur veut que Marie se détende, mais Isabelle réclame encore des attractions. Ne voulant pas avouer qu'il agit pour le bien de Marie, il dit à Isabelle que lui souhaite faire une pause. Isabelle part aussitôt prendre des photos et Arthur en profite pour vérifier l'état de Marie. Marie glisse une batterie dans sa bouche, mais Arthur préfère qu'elle boive quelque chose. Ne sachant pas comment l'aider, il décide d'aller aux toilettes. Avant de partir, il lui demande de jeter sa boisson restante. Dès qu'il s'éloigne, Marie saisit la boisson et en prend une gorgée. Elle devient joyeuse et se demande si cela compte comme un baiser indirect. Sa joie disparaît lorsqu'Isabelle surgit et l'accuse de tromper Arthur. Elle promet de garder le secret de Marie, mais lui fait jurer de l'aider à conquérir Arthur. Quand Arthur revient, Marie les pousse brusquement à faire toute une série d'activités de couple. Arthur, perplexe, ne comprend pas pourquoi Marie agit de façon aussi étrange. Son expression neutre rend les choses encore plus difficiles à déchiffrer. Pendant ce temps, Marie se sent misérable en les voyant s'entendre. Elle pense que les origines d'Arthur et d'Isabelle s'accordent parfaitement. Elle décide alors d'abandonner ses sentiments amoureux et de rester seulement sa protectrice. Soudain, Isabelle s'enfuit en larmes à cause de quelque chose qu'Arthur a dit. Arthur annonce à Marie qu'il ne supportera plus les caprices d'Isabelle. Marie perd son sang-froid en apprenant qu'il l'a repoussée brutalement. Elle se précipite alors à la poursuite d'Isabelle dans la forêt et la sauve de justesse avant qu'elle ne tombe d'une falaise. Isabelle la remercie et déclare qu'elle va renoncer à Arthur. Marie, doucement, lui dit de ne pas abandonner si facilement et lui donne une série de conseils. Isabelle est émue, car malgré son comportement capricieux, Marie la traite toujours avec patience. Les deux filles essaient de revenir sur leurs pas, mais une partie de la falaise s'effondre soudain et elles chutent dans le vide. Arthur accourt en hurlant leur nom, paniqué. Heureusement, Maritou arrive juste à temps et les sauve grâce à sa fonction de propulsion. Après leur retour en sécurité, Marie demande à Isabelle de s'excuser auprès d'Arthur. Mais Arthur, épuisé par ses caprices, lui ordonne d'admettre la vérité. Il révèle qu'il sait depuis longtemps qu'elle fait semblant et qu'elle est en réalité amoureuse de Ménard. Lorsqu'ils étaient enfants, Isabelle restait toujours collée à Ménard. Mais un jour, elle s'est mise à poursuivre Arthur sans raison apparente. Isabelle finit par avouer qu'elle a toujours aimé Ménard. Elle explique qu'elle était une enfant turbulente et que tout le monde l'évitait, sauf Ménard. Puis Arthur est apparu, et Ménard s'est mis à lui accorder toute son attention. Isabelle a alors cru qu'en se rapprochant d'Arthur, elle retrouverait l'intérêt de Ménard. Pendant ce temps, dans son château, Ménard éternue en jouant aux cartes avec Noah. Il se plaint furieusement des assassins incapables d'éliminer Arthur. Après sa confession, Isabelle s'excuse auprès d'Arthur et de Marie pour les ennuis qu'elle a causés. Ce soir-là, alors que tout le monde quitte le parc d'attractions, Marie s'inquiète qu'Isabelle connaisse désormais son secret. Mais Isabelle, qui n'a aucune intention de le révéler, lui murmure que les robots ne boivent pas les restes des autres. Peu après, Arthur et Marie voient Isabelle voler dans le ciel, accrochée à Maritou. Plus tard dans la nuit, le pire se produit. Arthur entre accidentellement dans la salle de bain au moment précis où Marie est en train de prendre son bain.